Jure. Et donc là, c'est un peu l'idée d'en parler, de comprendre un peu comment est-ce que la science s'est institutionnalisée en France, comment est-ce que eh bien de grandes inventions sont arrivées en France, mais aussi un petit peu ailleurs, et notamment au début du XXe siècle. Et donc, Denis, toi, tu as travaillé sur ces sujets. Est-ce que c'était d'ailleurs ton sujet de thèse ou c'est un sujet qui arrivait après ? Non, c'est arrivé bien après. En fait, moi, j'ai un parcours assez classique d'historien de ce qu'on appelait le DUG encore à l'époque. Bien sûr, le DUG. Le DUG. Le DUG. Jusqu'au doctorat, mais ça existe. Ça existe encore, le doctorat, ça, j'imagine. Mais c'était pas du tout mon sujet à l'origine, parce que moi, je travaillais sur l'histoire des relations internationales. Dans un domaine, l'histoire, comme d'autres sciences, que plutôt que de dire molle, je préfère qu'on appelle ça les sciences tendres. Ah voilà, bien sûr. La science tendre, on le prend. Et on est bon. Le micro qui clutch, c'est bon, on est de retour, ne vous en faites pas. Et donc, comment est-ce que tu t'es, c'était quoi sur ta thèse au final ? Alors moi, c'était les relations donc internationales à la Sorbonne, histoire des relations internationales et des mondes étrangers. Il y avait une dimension scientifique justement, et je me suis intéressé de plus en plus. À la fois un concours de circonstances qui fait que parfois, selon les orientations qu'on prend, on finit par s'intéresser à d'autres sujets. Et puis en même temps, un vrai intérêt qui est né pour l'histoire de la recherche et l'histoire des sciences. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un vide à cet endroit-là particulièrement ou... Non, parce qu'il y a toujours eu de grands historiens des sciences dans notre pays, de grands historiens de la recherche. Mais moi, je m'intéressais... Alors, mon directeur de thèse s'appelait André Caspi, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Il y a aussi... de très très bons spécialistes d'histoire des États-Unis. Donc à un moment, il faut faire un choix. J'étais peut-être meilleur historien des sciences que américaniste. Et puis voilà. Sont-ils fous ces Américains ? Voilà, tout à fait. Il a appris par cœur. En plus, il a appris par les titres de mes bouquins. Est-ce qu'il a lu le contenu ? Livre écrit par Denis Gutlemen en 2008. Ça, c'était la thèse. Étoile, tu l'invites à une émission Étoile, il a bossé, il est en mode, il est au taquet. Et il nous régale. Et donc, Denis, tu as notamment écrit un ouvrage qui s'appelle La fabuleuse histoire de l'innovation, qui est un bouquin des inventions, qui est un ouvrage qui liste toutes les inventions, les grandes inventions, on va dire, même si là, on va pas toutes les détailler, loin de là même, parce que c'est un dictionnaire presque en fait des inventions époque après époque. Toi, Étoile, qui a fait des études d'ingénieur, bien sûr, est-ce que l'histoire des sciences c'est un sujet qui t'intéresse, t'intrigue, tu vois, tu te dis ça peut venir d'où Je trouve que c'est parce que du coup je suis diplômé en cybersécurité. D'accord. Et je trouve quand même que dans le domaine de la sécu informatique, l'innovation est au centre. C'est-à-dire que dans quasiment tous les domaines de l'informatique, vu que c'est un domaine qui évolue très très vite, comme la plupart des autres, mais ça évolue très très vite, donc on doit faire de la veille. Ouais. J'avoue que j'ai été un peu passionné et souvent très concentré sur les innovations, parce que des fois, tu as des connaissances qui, en 2019, quand tu fais tes études, sont complètement qui ne sont plus datées en 2021, quoi. Donc ouais, c'est un truc assez intéressant. Alors, je pense que tu as utilisé un mot qui est assez juste, c'est la connaissance. Je pense qu'avant l'innovation, c'est la connaissance qui est au centre, parce que sans connaissance, il n'y a pas d'innovation. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est capital quand même à la base. Et aussi, c'est le fait que la connaissance, elle est en perpétuelle évolution dans des domaines comme ça. Et aussi au niveau de la santé. Oui, parce que tu as la famille... j'ai la famille qui est très orientée médecine. Ils sont quasiment tous médecins, sauf moi qui ai décidé de jouer à Minecraft. Mais du coup... Toi, les repas de famille, tu dois te régaler. Toi, les repas de famille sont exceptionnels. Les repas de famille passent en cas clinique, des fois. C'est ça. C'est déjà arrivé qu'il y ait des débats où des gens disent « Non, mais attends... » Non mais regarde cette transplantation de cœur, elle est pas incroyable là, c'est fou ce qu'il fait avec ce bistouri là, c'est exceptionnel. C'est déjà arrivé. Mais du coup, étant diabétique, je lis beaucoup d'articles sur la recherche, sur les choses qui arrivent. Et en plus, on est en France, donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir... parce qu'on a un potentiel, et c'est une transition toute trouvée pour dire que notre cher Denis Gutlemen qui vient du CNRS, mais en France, on a quand même une notion et une culture de la recherche qui, je trouve, de ma modeste connaissance de qui je suis, qui est quand même très évoluée par rapport aux autres pays. On en parlait juste avant, il n'y a pas vraiment d'équivalent au CNRS dans les autres pays, quoi. Justement, Denis, à l'occasion des 80 ans du CNRS, tu as écrit un ouvrage dessus. Très souvent à la télé, etc., on dit chercheur au CNRS. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que c'est finalement que le CNRS ? Alors le CNRS, c'est le plus grand établissement de recherche publique en Europe. Il y a 30 000 personnes, chercheurs, ingénieurs. Je suis ingénieur de recherche et techniciens qui travaillent au CNRS et en fait qui sont là pour faire avancer les connaissances, ils sont là pour faire de la recherche fondamentale à la base. Donc quand on parle de recherche médicale, innovation, avancée, justement, il y a cette étape précédente qui est aussi de comprendre et accumuler des connaissances qui permettront après d'être transférées vers la société et de produire des innovations.
Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même une grosse maison. Ouais, en fait, après, tu as des laboratoires dans le CNRS. Alors, des laboratoires. Le côté particulier du CNRS, c'est qu'il touche toutes les disciplines. Bah oui, c'est-à-dire, on parlait des sciences tendres ou molles tout à l'heure. Il y a aussi de la physique, il y a de la chimie, il y a des sciences de l'univers, il y a de la socio, il y a de l'histoire. Voilà, ça, c'est vraiment un établissement omnidisciplinaire. Ouais, c'est ça. C'est une spécificité à notre pays. Ils ont pensé à tout le CNRS en termes d'institut, sauf le fait de payer les chercheurs. Ah si, on est payé. Ouais. On pourrait toujours Denis être en payé stage plus, depuis 20 ans quand même, donc voilà. stage. Il y a eu quand même cette phrase exceptionnelle dans une conférence lorsqu'il y a eu le résumé des 80 ans où ils expliquaient quand même que pour le taux d'études, pour la recherche, même si c'est sûr que généralement le salaire c'est toujours un débat, mais c'est quand même assez peu par rapport au degré d'études et au degré d'excellence. On rentre tout de suite dans le dur alors. c'est ça. Revendication, je pensais pas être En fait, on a tous une carte de syndiqué. Et oui, c'était le traquenard, Denis. Nous sommes syndiqués et nous allons en profiter. Je rebondissais sur des gens qui. Je précise, c'est pas moi qui ai demandé quand même qu'on aborde mais bien sûr, évidemment. C'est Étoile qui est parti dans un truc. Je rebondissais sur ce que les gens du chat disaient parce qu'il y en a qui en parlaient. Ah oui, d'accord. Ah c'est gentil de leur part de se soucier de notre niveau de salaire. Ils se soucient. C'est gentil. Peut-être qu'il y a des collègues du CNRS aussi qui se. Bien sûr, ils vont tous être là. Oui, on est avec toi, Denis, bien sûr. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui en tout cas, je sais que moi, dans les messages, parce qu'il y avait une fois, je regarde Question pour un champion sur Twitch, et il y avait une de tes collègues qui était là et qui était chercheuse au CNRS, et il y a quelqu'un dans le chat qui, lorsque moi je disais, oh, chercheuse au CNRS, c'est exceptionnel quand même, c'est fou, et il y a quelqu'un dans le chat qui dit, ouais, c'est pas ouf. Quelqu'un qui disait ça en mode ah oui, ça va. Et du coup, il y avait des gens qui répondaient en mode bah moi je suis chercheur, et qui montraient qu'ils étaient ça. Et il y avait beaucoup de gens qui sont sur Twitch et qui sont en fait, c'est financièrement pas ouf peut-être, c'est vrai, mais il y a un point qui vaut tous les prix, tout l'or du monde, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Et ça, c'est topissime. Là, tu parles à des gens qui sont concernés par le sujet très clairement à le faire sur Twitch. Denis découvre Twitch aussi, donc c'est une première aussi. Peut-être c'est une première aussi pour certains aussi. Bienvenue, Live Histoire, on est là pour discuter de certains sujets thématiques historiques. C'est la première fois du coup que Étoile est là, donc c'est une soirée de première et ça nous fait très plaisir. Et donc on va revenir justement, on parle du CNRS, mais on va parler justement des sciences, comment est-ce qu'elles se sont structurées en France. C'est un sujet que tu as traité, c'est ton sujet de spécialité, mais j'aimerais d'abord qu'on parle aussi des innovations les plus anciennes, en fait, celles qui nous concernent toutes et tous au final et qui paraissent hyper logiques. Et j'aimerais comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui on travaille sur ces sujets-là. Par exemple, dans cet ouvrage, bien sûr, la fabuleuse histoire des inventions, on parle du feu, c'est l'un des premiers sujets. Il y a les outils et le feu qui sont abordés. 400 000 ans qu'on a le feu. Est-ce que c'est déjà toujours le cas ? Est-ce qu'on sait maintenant si ça a évolué ? Non, mais est-ce que la date est toujours la même ? En tout cas, est-ce que c'est fixe ? Et comment est-ce qu'on fait pour chercher sur un sujet aussi ancien au final ? Parce que est-ce qu'on se dit maintenant on a les connaissances capable de nous dire oui, à cet endroit précis le feu est arrivé à l'humanité, ou est-ce qu'on se rend compte qu'à peu près dans les mêmes périodes, à différents endroits du monde, en fait, on est capable de dire eh bien le feu est arrivé dans telles conditions, dans tel lieu, auprès de telle tribu, par exemple. Non, c'est pas Prométhée. C'est à ces distances-là, c'est quand même extrêmement difficile d'avoir des précisions, et puis ça va évoluer forcément. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances, on sait que c'est plus flou que ça dans le bouquin, on dit c'est entre 400 000 et 1 million d'années. Donc déjà, c'est pas le 23 janvier, ça va. moins 400 000. Donc on n'a pas de date. On n'aura forcément pas de date précise, puisqu'il n'y avait pas de date à l'époque, et parce qu'en plus, il n'y a pas de source écrite. Parce que l'intérêt justement de travailler sur les périodes plus proches de nous, c'est d'avoir des sources écrites qui permettent de dater précisément, ou plus ou moins approximativement quand même, certaines inventions. Pas innovation. Innovation, c'est encore autre chose, mais certaines inventions. À cette époque-là, il faut gratter la terre, il faut aller à la découverte de sources qui ne sont pas écrites mais qui sont des traces archéologiques, des vestiges. On peut aller dans une grotte, constater qu'il y a des traces de brûlé, il y a du pollen qui a brûlé. Alors est-ce qu'il a brûlé intentionnellement, c'est-à-dire est-ce qu'on y a mis le feu, ou est-ce que c'est un incendie accidentel? Donc c'est vraiment une recherche qui s'ouvre pas mal pour ces périodes les plus reculées à l'interprétation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir les premiers outils, comme on a eu l'idée des premiers outils. La roue par la suite, est-ce qu'on a observé une pierre rouler le long d'une pente, ou bien est-ce que c'est vraiment beaucoup plus intentionnel que ça? Voilà, c'est vraiment, il y a une grande place à l'interprétation et des hypothèses qui se Est-ce qu'on avance du coup dans ces recherches-là? Parce qu'on se dit, bon, en vrai, au fur et à mesure que le temps avance, les preuves se dégradent avec.
est-ce qu'on se dit peut-être qu'on pourra trouver de nouvelles informations dans 50 ans, même plus dans 10 ans? Alors c'est le principe de tous les champs de recherche, c'est qu'on avance tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans... Même pour des choses aussi anciennes en fait. Quoi. Même et surtout pour des choses aussi anciennes, on parlait des premiers outils il y a un instant. On aurait fait cette émission il y a 5 ans, je t'aurais dit, les premiers outils, c'était il y a 2,6 millions d'années. Aujourd'hui, on est sûr que c'est au moins il y a 3,3 millions d'années. C'est-à-dire en 5 ans, on a gagné 700 000 ans. Plus longtemps. Au gré d'une nouvelle découverte, parfois fortuite, etc. Donc ça bouge sans arrêt, mais ça bouge pas seulement pour ça, ça bouge dans toutes les disciplines. Ouais, c'est ça. Ah, mais il y a plein de choses qui sont... moi, je pense il y a un truc assez simple. Rien que dans la datation au carbone 14... Le fait qu'avant on datait avec le carbone 14 et qu'au fur et à mesure de découverte on peut trouver d'autres isotopes, on peut trouver d'autres choses, et rien que ça, si dans 50 ans on trouve un nouveau moyen de datation qui va changer, et peut-être qu'on va pouvoir repréciser, même si, bon, bien évidemment que est-ce que ça va changer la face du monde de savoir que le feu, d'être plus précis que 400 et 1 million d'années, mais quand même, parce qu'il n'y a pas, pour moi je pense que il n'y aura jamais de petites découvertes parce que ça va être à chaque fois un petit grain de sable qui va former le désert. C'est-à-dire la recherche scientifique, c'est vraiment pas quelque chose de figé. Ça bouge sans arrêt. Il y a des doutes, il y a des questionnements, comme pour le reste. On en a la preuve encore aujourd'hui. Face à une pandémie, quand même, il y a des questionnements, il y a des doutes, il n'y a pas de certitude en recherche. Mais il y a des avancées, des constatations. Et c'est comme ça que ça progresse. Parce que le feu, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est une découverte on va dire qui a été inintentionnelle ou une innovation, en mode quelqu'un a eu l'idée à un moment donné de se dire je vais mettre en place un dispositif qui va faire le feu. C'est ça, et le commercialiser. Exactement, tout à fait. Et le mettre sur Twitch, etc. C'est ça. Alors, il faut vraiment, à l'époque, on peut pas parler d'innovation. L'innovation, c'est vraiment quand on commence à transférer vers l'industrie pour une production beaucoup plus large. Donc, c'est vraiment des inventions. Alors, le feu, c'est les deux. Parce que finalement le feu préexiste à son utilisation par l'homme, donc ça peut être une découverte, on découvre le feu, mais en même temps c'est une invention dès lors qu'on réussit à le produire soi-même et à l'utiliser intentionnellement. Donc il y a beaucoup de choses dans ce cas-là qui sont à la fois des découvertes et des inventions. L'invention, c'est créer quelque chose à partir de rien. On utilise le feu, on le crée à partir de rien. Et la découverte, c'est observer quelque chose qui préexiste, une loi, une règle physique, etc. Et le feu repose sur une loi physique, donc c'est aussi une découverte. Mais c'est fou quand même de se dire que parfois, c'est la vivacité de l'esprit de la personne qui est arrivée devant la situation qui a su identifier la découverte. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui, à l'époque, auraient pu découvrir des choses, mais ils n'ont pas eu cette connexion neuronale pour se dire « Ah tiens !» Ah oui, mais c'est ça. Et que du coup, c'est l'esprit humain, enfin, c'est un peu le mélange, la salade entre l'esprit humain et la situation. Alors, faut pas voir toujours que des mouvements de bascule, faut se méfier, notamment quand on utilise par exemple le mot de révolution. Ça peut être des processus extrêmement longs de compréhension, de connaissance, d'utilisation qui peuvent durer sur des dizaines, des centaines, des milliers d'années. La photo, c'est vrai que la photo, on arrête ça avec Nicéphore Niepce en mode début 19e, alors qu'au fur et à mesure, la première photo en couleur, je crois que c'est 1865, donc presque 35 années après, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire que la photo a été inventée. En fait, en gros, c'est la découverte et entre la découverte et la mise en pratique, en fait. Mise en pratique, et puis les perfectionnements aussi. Oui, c'est ça. J'imagine qu'il y a des choses qu'on a découvertes dans l'Antiquité peut-être, et qu'en fait, on a vraiment mis en pratique... au 19e, 20e siècle, bien plus tard. Le calendrier, d'autres choses sans cesse. Le boulier, par exemple, qui est le perfectionnement de l'abaque plus ancien, et puis qu'on développe au fur et à mesure jusqu'à arriver à des machines à calculer mécaniques, et puis aujourd'hui électroniques. Enfin voilà, souvent on a l'impression de découvrir des choses aujourd'hui. Je pense parfois à l'exemple de Wikipédia, qui à un moment donné a été une véritable révolution, parce que c'est une encyclopédie que tout le monde partage. L'encyclopédie, c'est une œuvre qui existe depuis beaucoup plus longtemps. On connaît l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, c'est un précurseur. Donc à chaque fois, c'est des adaptations et des évolutions. Mais Wikipédia, c'est sûr que maintenant, c'est devenu peut-être le site numéro 1 de référence de connaissances pour les gens. Oui, tout à fait. Pour la majorité des gens. Mais comme l'encyclopédie de Diderot était une référence comme des gens dans le chat qui sont dans les années 90 ont eu le Docéo. Qui était une petite encyclopédie de jeunes. Moi, je me suis drogué au Docéo quand j'étais petit. Dans quelles années moi, je suis né en 96 et c'était vers 2005-2006 quand j'avais 10 ans. J'ai appris parce que j'étais déjà plus jeune. C'est ça. Trop jeune pour connaître les drapeaux du monde sur le Docéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es grand spécialiste des drapeaux du monde. J'adore les drapeaux.
Et oui, et on en parlera. On fera un jour une émission sur les drapeaux. Du fait que le drapeau de la Suède est le pire drapeau. On en reparlera. Après, avec une tier list évidemment qui fera scandale, bien sûr. Donc non, la découverte et l'invention, donc qui sont en fait deux dynamiques très différentes. Alors en vrai, on pourrait passer, je pense, 4 heures à parler de toutes les inventions selon les périodes, la machine à vapeur, revenir sur la roue et ce genre de choses. Mais je pense qu'il y a, on va essayer quand même de se concentrer sur comment est-ce que en fait les inventeurs sont devenus des scientifiques peut-être d'une certaine manière. Comment est-ce qu'il y a eu une sorte de spécialisation. Est-ce qu'on peut un peu essayer de passer, voilà, comment est-ce qu'on passe de l'inventeur à celui qui va se spécialiser dans un domaine? Alors, il y a toujours eu à la fois, toujours. On va dire depuis l'Antiquité, il y a eu à la fois ce qu'on peut appeler des inventeurs, des gens qui mettent au point des mécanismes et qui souvent viennent répondre à des besoins très quotidiens, la poulie quand on fait de la construction, et puis ce qu'on peut appeler, mais alors il faut faire gaffe quand même aux anachronismes, des scientifiques, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent et qui essayent de faire avancer les connaissances plutôt que les applications concrètes. Donc ça, il y a toujours eu cette coexistence entre les deux espèces, on va dire. Maintenant, pour la spécialisation, l'approfondissement dont tu parles, ça c'est beaucoup plus récent. Ça c'est typiquement le XXe siècle. Parce que c'est vrai qu'au temps des Lumières, on avait des cartes, par exemple, qui étaient multidisciplinaires, c'est-à-dire qui étaient très bons en mathématiques, mais en philosophie. Alors c'est vrai que maintenant, on a l'impression de mettre des gens dans des cases en mode tu es mathématicien, tu es philosophe, tu es historien, tu es physicien, tu es chimiste, tu es médecin. La page Wikipédia de Léonard de Vinci, où il résume ce qu'il a fait dans sa vie, il y a 35 métiers, à peu près. Non, tout à fait. Il a tout fait. Ouais. C'est aussi un moment où on passe, à cette époque-là, alors Descartes c'était un peu quand même avant les Lumières, mais c'est le moment où on passe en fait du savant au chercheur. En fait, c'est vraiment il y a une bascule. C'est le savant, il a un côté un petit peu généraliste, il s'intéresse à tout un tas de domaines. C'était le cas sous les Lumières, d'un certain nombre de grandes personnalités scientifiques. Et puis il y a un moment, le chercheur qui lui est payé pour faire avancer un champ de recherche, une spécialité et l'approfondir de plus en plus. Alors c'est vrai qu'il y a un petit souci, on va dire, aujourd'hui, c'est que un certain nombre de gens se sont ultra spécialisés dans un domaine et il faut retrouver une possibilité de discuter d'un domaine à l'autre, parce que c'est aussi en échangeant d'un domaine à l'autre. Parce que maintenant on parle beaucoup de multidisciplinarité. Par exemple, pour les historiens, il faut discuter avec les archéologues, avec. Voilà, on sortira pas. On sortira pas. Les dossiers qui sont sortis après les salaires du CNRS, ce sont désormais les architectes. Des architectes. Parfois on nous pousse même vers les sociologues. Non, laissons faire. Et donc non, donc oui, il y a cette spécialisation aussi qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement de bascule. Pendant longtemps, on avait le savant, pas omniscient, mais en tout cas qui connaissait plein de domaines. Là, la spécialisation, on sait quand même qu'il faut se rapprocher pour faire avancer les connaissances d'autres domaines et s'ouvrir en fait un peu l'esprit. Donc à la fois, on a spécialisé un certain nombre de chercheurs, et maintenant on les encourage quand même à s'ouvrir un peu plus, un petit peu ce mouvement de vague, parce que de toute façon, les connaissances, on les fait pas progresser tout seul dans son précaré, mais c'est vraiment en lien avec d'autres disciplines. Ouais, c'est ça. Et donc le XXe siècle est un basculement. En France, on va avoir, il y a un basculement qui est très important, qui est la Troisième République, qui en 1870 décide de donner des moyens, d'institutionnaliser un petit peu justement les inventions et les recherches. Oui, surtout la science en fait. Alors 1870, c'est une année vraiment bascule dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fait la Prusse. On s'est fait éclater pendant cette guerre. On s'est fait vraiment éclater en effet. Et Pasteur est le premier à signaler en fait. Si on s'est fait éclater, c'est parce qu'on n'a pas assez investi dans la science et dans les laboratoires, pendant que l'Allemagne, elle, le faisait et puis finançait ces scientifiques, quoi. Donc il y a vraiment une bascule à ce moment-là qui est de dire il faut apporter de l'argent, parler du pognon tout à l'heure, les salaires et tout. À l'époque, on le dit clairement, il faut apporter de l'argent dans les laboratoires. Le nerf de la guerre. Parce que il y a une nation qui avance, c'est une nation qui comprend, qui sait, qui fait de la science. Est-ce que l'Allemagne était à ce moment-là un modèle un petit peu pour ça ? Avant déjà, ils finançaient les chercheurs. Alors c'était un modèle et un repoussoir. C'est-à-dire que on parlait de mouvement de bascule à l'instant. L'Allemagne, en fait, a recréé ses universités, a développé des universités au lendemain d'une défaite, elle aussi. C'était la défaite face à Napoléon Ier. Et donc, on va créer des grandes universités en Allemagne à ce moment-là pour leur permettre de faire de la recherche, de l'enseignement et de diffuser la science dans la société. Donc, l'Allemagne a beaucoup appris d'une défaite en 1806. Elle a été laminée, pour le coup, par les Français, par Napoléon. Et la France tire les mêmes leçons de la guerre de 1870 après une défaite terrible. Il faut promouvoir, investir, développer la recherche. Dans le 19e siècle, on a déjà eu des grands inventeurs, je pense notamment à Nikola Tesla, Thomas Edison, qui ont eu la fameuse guerre des courants.
Et J'aime trop Bell, moi. Ah, mais là, vous venez de citer des noms qui sont pas français, justement. C'est ça. vrai qu'il y avait. Il y a déjà aussi à l'international, en fait, on a on a déjà des chercheurs qui sont surtout très connus en fait et qui font la une des journaux, qui font des grandes conférences, qui vont aux expositions universelles et donc c'est quand même des gens qui ont médiatiquement aussi une place et pourtant une influence aussi. Alors là c'est vraiment moins que des chercheurs, c'est vraiment des inventeurs qui ont créé des dispositifs qui ont pu impacter de manière extrêmement considérable l'ensemble de la société. Parce que Nikola Tesla c'est le courant alternatif, Thomas Edison maintenant Tesla surtout avec la médiatisation de maintenant où les gens sont accaparé, le cerveau accaparé par Elon Musk. C'était un peu les Elon Musk de l'époque. Il y avait peut-être moins de considérations encore que pour les exemples que tu citais. Il y a quand même des considérations financières, mais qui n'avaient pas encore les mêmes proportions que celles qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, je vois. Est-ce que ça voudrait dire que si Nikola Tesla était né en 1990, il aurait été moyen. C'est ça. C'est un rêve impossible. De pouvoir transporter un inventeur de l'époque ou quelqu'un qui a innové et marqué son temps et pouvoir lui parler avec les réflexes de l'époque, non mais ce serait exceptionnel. Oui, en même temps, je pense qu'il considérait qu'un paquet d'inventions, d'innovations, de perfectionnement qu'on connaît aujourd'hui avait déjà des antécédents forcément. À leur époque. Donc, forcément. Mais, par exemple, il y a Nikola Tesla, je crois il arrive dans une conférence et il met un bateau sur une étendue d'eau et il commence à téléguider un bateau, quoi, si tu veux. Et on est au 1850 à ce moment-là. Et t'imagines, tu fais ça, t'ouvres un bassin d'eau, t'as un bateau en maquette au milieu, tu prends une télécommande et tu commences à faire bouger le bateau. Les gens sont... Même pour des exemples plus proches que de nous, quand les frères Lumière, pour la première fois, diffusent des images animées, ça a été... Est-ce qu'il y a des témoignages de ça ? Des gens qui disent, ce qu'on a vu, c'est c'est dangereux. Est-ce que les gens se sont dit, c'est dangereux ? Dangereux pour le cinéma, non. Ça dépend de quel... En mode là, des images animées, c'est bizarre. Par exemple, pour un autre inventeur, Alfred Nobel, là, on a dit c'est dangereux, la dynamite. Mais pour le cinéma, là, pour le coup, c'était pas dangereux, mais c'était vraiment l'avancée technique qui fascinait plus que le contenu lui-même. C'est-à-dire que les premiers films diffusés par les frères Lumière, c'est quoi ? C'est l'arrivée du train en gare de La Ciotat ou la sortie des usines Lumière à Lyon. C'est-à-dire des gens qui sortent d'une usine. Bon, voilà. Train gare de La Ciotat, on peut peut-être le trouver sur YouTube, on va le trouver même très certainement. J'espère. Il se trouve assez facilement, notamment la sortie des usines Lumière de Lyon. Et les gens se pressaient pour voir la sortie des usines Lumière de Lyon parce que c'était la nouveauté technologique qui les fascinait littéralement, alors qu'ils voyaient des gens sortir de l'usine. Et après, on voit quand même que la technique et la technologie, il y a un côté fascination dans la découverte, mais qu'après, il faut les alimenter quand même d'autres choses. Il faut les alimenter d'imagination. Le cinéma, il n'aurait pas pu diffuser pendant 150 ans des sorties d'usines. Tout le monde se serait emmerdé au bout d'un moment. Il fallait créer quand même par-dessus. On en discutait juste avant le live, mais il y a eu un classement que j'avais lu dans un journal des inventions ou des innovations qui ont marqué leur temps, et c'était... Bon, quelqu'un d'assez biaisé, puisque c'était la directrice de la Bibliothèque nationale qui avait dit que l'invention qui avait marqué le plus, c'était l'imprimerie. Et parmi les inventions, il y avait le cinéma. Et moi, dans ma tête, qui n'aime pas trop le cinéma, je l'aurais vraiment mis dans le top 3. Genre tellement le fait de rendre vie aux images, et pour moi, c'est presque un devoir de mémoire, le cinéma. Après, l'imprimerie, c'est pas... forcément, c'était une vision un peu biaisée. C'était dirigé à la Bibliothèque nationale en France ou non, c'était international, c'était américain. D'accord. Mais c'est en même temps un moment capital parce que ça va servir toutes les inventions, toutes les connaissances aussi, parce qu'on va pouvoir les diffuser de manière formidable. Tu sais que ça, notamment les lunettes ont beaucoup profité de développement de l'imprimerie, parce que du coup, plus de bouquins, et en fait, les gens se sont plus rendus compte qu'en fait, ils n'arrivaient pas à lire les trucs qui étaient proches d'eux. Du coup, en fait, ils ont développé... Du coup, les lunettes se sont développées à cause de l'imprimerie, parce que comme il y avait plus de bouquins, il y avait plus de choses à lire, et donc du coup on a développé les verres concaves pour pouvoir pour que les gens voient les verres convexes pour que les gens voient existaient déjà depuis 150 ans, mais ça les a plus développés en fait. C'est ça qui les a permis de passer un stade au-dessus. Des lunettes, et je l'ai lu où trop tôt, dans cet ouvrage. Ce serait pas ce livre exceptionnel. Ce serait dans ce livre exceptionnel. Exactement. Seulement 17 €. C'est ça. En plus, il est très mal payé au CNRS, donc n'hésitez pas. Il est très mal payé au CNRS, donc n'hésitez pas bien sûr à aller vous régaler. Mais non, mais donc c'est aussi l'incidence. Comment est-ce que tu parlais justement d'impact en fait. Je la connais celle-là. Excusez-moi. Mais bien sûr, vas-y. Je la connais. Je suis tombé sur la machine à calcul parce qu'en fait j'ai fait une chronique dans une émission sur Louis Braille. Oui. Où j'expliquais un peu les petits prodiges dès leur plus jeune âge qui faisaient des inventions. Et
parmi les petits prodiges, il y avait Blaise Pascal. Ah oui, d'accord. Qui pour son père qui était inspecteur des impôts, Oui, qui ça. l'a aidé à faire la calculette, parce que son père, en fait, il voyait son père qui avait du mal à calculer, à se dire ah mais attends, mais comment ça, et Blaise Pascal est venu voir son père, il lui a dit moi je connais la solution. Il était tout petit, donc et sa date c'était 1642. C'est pour ça qu'il a d'abord travaillé sur les fonctions addition et multiplication, parce que comme chacun sait, c'est plutôt dans ce sens-là que vont les impôts, et c'est jamais en soustraction, en division, donc il a pris plus de temps. Mais c'était plus long. Se dire ça, cette génération, parce qu'on le ressent peut-être moins maintenant, parce que moi je m'intéresse moins à ça, mais quand on voit le plus jeune âge de certains créateurs ou certains innovateurs, quand on voit l'histoire de Louis Braille qui est hallucinante, qui est quelqu'un à 15 ans étant aveugle, qui va réfuter le fait qu'il y a quelqu'un qui doit mettre en place un langage pour les non-voyants, et Louis Braille il vient le voir en étant aveugle en lui disant moi j'ai un meilleur système que toi. 2 ans après il a 17 ans, il y a le Braille qui sort, enfin c'est inhumain quoi. Oui, mais aujourd'hui encore, il y a des innovateurs qui sont extrêmement jeunes, c'est ça, qui ont des problématiques qu'ils découvrent en fait avec les innovations mises en place dans leur période, du coup font qu'ils trouvent des choses nouvelles. Face à ces nouvelles technologies qui sont plus nouvelles pour vous deux, je pense. Moi, je les découvre, mais voilà, il y a des personnes qui les maîtrisent dès le plus jeune âge et qui peuvent proposer des améliorations. C'est ça. Il va y avoir une génération exceptionnelle. Oui, mais elles l'ont toutes été d'une manière ou d'une autre. C'est ça. C'est vrai. Après, parce que c'est vrai qu'on parle de ça parce qu'au final, dans notre génération, on a l'impression quand même qu'on a été, nos parents sont, pour la plupart, beaucoup font l'effort, mais qu'il y a eu un gap technologique hyper important. C'est-à-dire que moi, Étoile, on est nés, je me souviens hyper jeune, jouer à Dibou, donc avoir une souris dans les mains, un clavier. Il y avait quand même un fossé technologique entre moi et mes parents jeunes qui était hyper important. Et donc, mes parents, les gens de leur génération se sentent un peu dépassés. Est-ce qu'on a des témoignages comme ça, c'est vrai, dans une période typiquement du XXe siècle, où des gens disent il se passe beaucoup de choses, je sais pas, là ça peut être la révolution industrielle, ça peut être toutes les choses qui sont arrivées début du XXe siècle. Est-ce qu'il y a des témoignages comme ça d'autres générations qui se sentent dépassées par ce qui se passe ? Je pense pas au point qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie accélération du progrès, entre guillemets, je me suis fait cette notion de progrès technologique, qui fait qu'en effet il y a un vrai décrochage qu'on n'observait pas avant, jusqu'au 19e siècle au moins, où l'évolution des sociétés s'inscrivait dans un temps beaucoup plus long. Là, il y a une vraie accélération qui fait qu'il y a ce décrochage. Maintenant, l'incompréhension entre les parents et les enfants, ça c'est quelque chose, vous retrouvez dans les tablettes de Sumer déjà, les parents qui critiquaient les enfants en disant cette société va à volo parce que les gamins ils pensent qu'à s'amuser. Voilà, donc ça on trouve déjà, mais quand même il y a cette accélération quand même technique qu'on se prend. Enfin, moi-même je me rends compte, là, moi je suis né en 77 et je vois la différence, je me sens un peu comme un vieux con là déjà. Mais non, s'il vous plaît, non, ne faites ça. Je suis conscient. Moi je le dis avec une honnêteté totale, pour avoir regardé la conférence que tu as faite pour le CNRS pour les 80 ans, il y a quand même une légèreté dans le propos qui fait plaisir. Franchement, je vous invite à la regarder si vous avez une petite heure, parce que non mais il y a une légèreté dans le propos, et même et je trouve que c'est important aussi. On parle d'innovation, mais pour moi le fait de participer à l'innovation, c'est aussi former les gens et les pousser à s'intéresser et à être curieux, et ça passe aussi pour moi par la vulgarisation. Je trouve que la vulgarisation, c'est l'une des choses les plus importantes pour faire perpétuer le savoir, parce que donner à quelqu'un une pierre, ça lui donne pas trop envie, mais quand on passe du temps à la polir et qu'on lui donne un truc un peu précieux, il va vouloir regarder et attirer l'œil. Pour moi, la vulgarisation, c'est ça. Non, c'est un peu pour ça que je suis là aussi. Pour échanger avec des gens avec qui je parle avec pas des saltimbanques, quoi. Non, mais je parlais pas de vous deux, de manière plus générale. Exactement, mais voilà, le but c'est d'échanger, et donc non, mais du coup c'était chouette effectivement c'est important que tu sois là pour discuter de ça, pour aussi qu'on comprenne un peu comment est-ce que l'évolution technologique a accéléré aussi, parce que du coup toi tu peux comparer avec ce que tu as pu regarder, observer justement de ce qui s'est passé au début du 20e. Et pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, c'est ça. Parce que justement, on parlait aussi un petit peu dans l'émission des guerres notamment. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je mets plein de guillemets autour du progrès, c'est que la science n'apporte pas forcément que du plus. Exactement, on va en discuter justement, mais avant de se plonger sur une question qui est très intéressante et qui est notamment les guerres du 20e, qui ont été aussi des terreaux très importants pour les innovations, on va y revenir. C'est aussi, j'aimerais comprendre, au début du 20e siècle, est-ce que les inventeurs sont finalement d'horizons
très différents? Ou est-ce qu'au final, c'est quand même des gens qui naissent et dans une société assez aisée, déjà, ils ont cette fibre-là de la recherche, ou c'est assez divers? Pas forcément. C'est encore une époque où c'est assez divers, parce qu'on peut faire des avancées, des constats peut-être de manière un peu plus générale et moins approfondie que ce qu'on connaît aujourd'hui, où il faut quand même une certaine formation quand même, que ce soit en informatique ou dans d'autres domaines, pour découvrir la nouveauté qui va faire un petit peu basculer le monde. Donc il y a quand même... pense parfois que ça tombe du ciel, quelqu'un qui passe par là, tiens, d'un coup, une idée géniale qui va changer le monde. Il faut quand même un terreau qui prépare, et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. D'accord. Est-ce que y avait donc cette innovation, pour revenir à ce qu'on disait, l'innovation qui va se mettre en place à partir de 1870, forcément c'est dans l'état d'esprit de la revanche, donc après la défaite face à la Prusse. Est-ce que du coup c'est des innovations qui sont avant tout militaires, ou est-ce qu'on va avoir plein d'inventions qui vont se faire entre 1870 et 1914 qui n'ont rien à voir? Alors c'est là pour le coup ce que finance la France à l'époque, notamment la France, on peut parler des autres pays, c'est moins des inventions concrètes que le développement de la recherche scientifique, et donc le développement du savoir et des connaissances. D'accord. Avec des applications qui retombent assez... par exemple, je parlais de Pasteur tout à l'heure, ce qu'on finance, c'est ses travaux de recherche. Mais la retombée concrète, c'est par exemple le vaccin contre la rage. Donc voilà, il y a ces deux étapes, l'observation, la compréhension, la découverte scientifique, qui peut mener à des applications absolument colossales. Et à l'époque, cette découverte-là, il y a eu quelque chose de merveilleux. Ça m'a vraiment surpris, parce que je le savais pas et je l'ai lu il y a pas longtemps. Je pensais vraiment que c'était Pasteur qui avait fait le premier vaccin. Et dans mon esprit, vu qu'il avait été tellement glorifié pour ce vaccin-là, que j'avais pas de souvenir, alors que non, j'ai pas envie de dire de bêtises, surtout en votre présence, mais il me semble que c'était... Moi aussi, ça m'arrive d'en dire. Il n'y a pas de question. Il me semble que c'était Edward Erner qui le premier vaccin, c'était contre la variole, il me semble. Ouais, mais en fait, il y a eu beaucoup de tentatives. Le nom Pasteur mérite quand même d'être largement reconnu, ne serait-ce que à la fois pour ses travaux, mais aussi pour sa volonté de les offrir et de les diffuser, même pas seulement en France, mais de manière... si on a aujourd'hui des instituts Pasteur à travers le monde aussi, c'est cette volonté aussi que cette découverte, cette avancée, rayonne sur l'ensemble de la planète. Edward Jenner. Ouais, c'était ça. Edward Jenner, les gens ont la... Et voilà, et pour la variole vaccine, d'où le nom de vaccin. Donc on a la réponse. Voilà, donc oui, effectivement, il y a aussi cette notion de celui qui a la première idée, effectivement, celui qui développe, et celui qui va ensuite le répandre. Et c'est une notion importante. Il y avait une générosité aussi à l'époque, c'est-à-dire que Pasteur et d'autres, en fait, ne faisaient pas ça. Et puis Pasteur n'a jamais croulé sous l'argent. Il était quand même dans un milieu aisé, évidemment. Et il a bien gagné sa vie, mais il ne croulait pas sur l'argent. Il y avait aussi une générosité d'offrir ses connaissances, ses avancées nouvelles au monde. Et donc, il y a cette poussée de la recherche qui va se faire en France, mais aussi un petit peu partout, au final. Et donc, va arriver 1914. Et en fait, c'est vrai qu'on vend 1914 comme une guerre totale, industrielle, et on va avoir des choses arriver sur les champs de bataille. On pense aux tanks, on pense aux sonars, on pense pour la marine, on pense aussi au gaz. Toutes ces inventions-là, et je pense notamment au sonar, est-ce que c'est des choses qu'on connaissait avant, ou est-ce que c'est vraiment la guerre qui a permis son développement? Alors, il y a deux aspects. Déjà, on voit que la science... c'est quelque chose de formidable, la recherche scientifique, progrès des connaissances, mais ça dépend de l'utilisation qu'on en fait derrière. Oui. C'est-à-dire qu'elle peut aboutir à des tragédies absolument considérables. Et c'était Paul Valéry qui écrivait au lendemain de la Première Guerre mondiale « Nous autres civilisations, c'est maintenant qu'on est mortels à cause de cette science qu'on a utilisée à très très mauvais escient ». Et c'est vrai que, on retient notamment la guerre des gaz qui a été une atrocité, mais en fait c'est la fabrication industrielle des armes, ça a été une boucherie horrible, qu'on a beaucoup lié justement au progrès scientifique et technique. Donc pendant longtemps, on s'est dit la science, tout ce qu'elle apporte, c'est forcément merveilleux. Et puis là, on s'aperçoit que quand même... ça douche froide un petit peu, quoi. Il y a un côté... en effet, il y a un côté douche froide. Et en même temps, justement, c'est parce que cette science... qui se développe pendant la guerre de 14-18, applique des procédés qui étaient connus, en effet, très souvent avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grandes percées scientifiques au moment de la Première Guerre mondiale liées au conflit directement. C'est-à-dire que tu parlais du sonar, Langevin va après appliquer des procédés connus. Enfin,
On connaît la piézoélectricité du quartz à l'époque, ça permet de l'appliquer pour le sonar, mais elle est connue depuis Pierre Curie, depuis les années 1880, c'est-à-dire que le fait que le quartz permet de transformer... j'essaie de faire... non, mais prends le temps de l'expliquer, c'est hyper intéressant. Franchement, on a le temps. Prends le temps, c'est hyper clair et intéressant. En fait, le quartz peut transformer une onde en impulsion électrique, et donc ça peut donner ce dispositif nouveau qui préfigure, on n'appelait pas encore le sonar, ça prendra ce nom par la suite, mais qui préfigure ce qui deviendra le sonar. Mais on avait déjà cette ambition quelques années plus tôt, simplement la guerre a offert les moyens aussi financiers au laboratoire pour le développer. On avait déjà l'idée d'utiliser cette découverte qu'avait fait Pierre Curie 30 ans plus tôt, dans les années 1910, pour équiper les navires. On aurait dû le faire d'ailleurs, parce que le Titanic se serait peut-être pas mangé un iceberg s'il avait été équipé d'un sonar à cette époque-là. Petit ange parti trop tôt. Voilà. Après, c'est terrible parce que ça permet aussi une remise en question générale de l'homme, parce que moi je pars du principe que l'innovation, lorsqu'on veut créer quelque chose, c'est le besoin qui crée l'envie de créer. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre, ils ont eu ce besoin de gagner la guerre, et c'est ce besoin qui a créé ces choses horribles. Donc c'était normal. Alors, il y a un exemple très fort là, c'est celui des recherches médicales et des avancées de la médecine. C'est-à-dire que là, on a un besoin très fort, c'est de soigner les gens, et il y a une personne en particulier qui a un rôle capital à ce moment-là, c'est Marie Curie. Marie Curie qui va utiliser une découverte qui avait été faite 20 ans plus tôt, en 1895. On utilise les rayons, on découvre les rayons X. On voit tout de suite qu'il peut y avoir des applications médicales, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur du corps pour voir où sont les Je crois quand même dans la première photo rayon X qui avait été prise, c'est la... William Röntgen. Ouais, c'est ça, William Röntgen. 1995, C'est ça, exactement. On savait pas trop quelle intensité fallait mettre, donc... c'est la photo de la main de sa femme. Et toi, n'hésite pas à parler bien dans le micro, parce que quand tu tournes la tête, du coup, mais sinon, n'hésite pas... Röntgen. N'hésite pas à mettre le micro comme ça, si jamais. Röntgen. Mets-le sur le côté si jamais. Je peux faire comme ça. Fais comme ça si tu veux. Voilà, question à 3 points dans Question pour un champion, William Röntgen. Je tenais à vous le dire. Ah, on le prend, on garde. C'est dans le doc de la culture. C'est noté. Et donc il avait mis. C'est pas dangereux le truc avec le métal et tout, on était en mode. En fait, il savait pas si c'était dangereux, c'est pour ça qu'il a proposé à sa femme d'y mettre la main plutôt que lui. C'était bien joué. Bien joué, William Röntgen. Mais en tout cas, donc. On voyait déjà clairement que ça pouvait avoir des applications médicales de cette époque-là, parce qu'on pouvait voir où était une fracture, où était une blessure quelconque. Et c'est Marie Curie qui, sous l'effet de la Première Guerre mondiale et du nombre considérable de victimes et de blessés, propose d'amener la radiographie au plus près du front pour essayer de sauver le plus de vies possible. Donc c'est 20 ans après une application d'une découverte scientifique. Donc ça peut prendre du temps, et puis ça dépend aussi du contexte, ça vient répondre à un besoin. Marie et Pierre Curie, c'est aussi un excellent exemple aussi de chercheurs qui ont découvert, notamment Marie Curie qui a deux prix Nobel, on en parlait juste avant, c'est déjà unique, et Pierre et Marie Curie, c'est aussi un exemple de l'état de la recherche aussi en France à ce moment-là, c'est-à-dire que quand ils ont leur premier prix Nobel, en fait, c'est un dépôt en fait, là où ils sont, c'est un endroit, c'est leur laboratoire, c'est une baraque en planche en fait. C'est une baraque en planche dans laquelle ils vont faire leurs recherches, qu'ils les ont menées avec Becquerel à la découverte de la radioactivité, qui va leur permettre d'obtenir un des tout premiers prix Nobel de physique de l'histoire. Mais quand Marie Curie décrit le lieu où ils ont fait ça, dans les conditions absolument, parce que travailler sur la radioactivité, on avait déjà l'idée à l'époque que c'était pas forcément hyper safe comme travail. Et en effet, du coup, elle va obtenir ce prix Nobel avec Pierre Curie et avec Becquerel pour un prix Nobel de physique. Elle obtiendra en 1911 en plus un prix Nobel de chimie. Ça, c'est extrêmement... quand on dit parfois les femmes et la science, bof. Non, on a la preuve avec elle, notamment, que une femme est capable. Est-ce que c'était un cas isolé quand même à cette époque-là, oui. Oui, quand même. C'est-à-dire, c'est pas non plus une généralité. On faisait tout pour que les femmes ne percent pas en sciences, et on les laissait. Elle travaillait souvent dans les laboraires, mais comme préparatrice, et les hommes derrière obtenaient les prix. Ok, d'accord. Donc oui, c'était ça. Beaucoup changé comme ça. Oui, ça, on espère quand même que ça a changé depuis le temps. Mais est-ce que à l'époque, quand on parle de début 20e, le prix Nobel est aussi prestigieux qu'il est? Ouais, c'était non, il venait d'être créé. Il y avait quand même une certaine reconnaissance, parce que c'était un des premiers prix internationaux, mais il n'a pas la reconnaissance qu'il a aujourd'hui, mais aussi parce que la communauté à l'époque était beaucoup moins nombreuse, la communauté scientifique. Aujourd'hui, quand vous êtes élu dans une communauté qui compte plusieurs millions de personnes à travers le monde, à l'époque c'était plusieurs dizaines de milliers seulement. Et surtout, maintenant, il y a, même si c'est pas du tout au centre de l'envie des gens qui gagnent le prix Nobel, mais à l'époque il n'y avait pas le prix, parce que là maintenant c'est 1 million.
que les gens gagnent. On revient toujours aux questions. Non mais parce que c'est important. Non mais on il faut partir du principe qu'on est désintéressé. Oui. On est là pour faire avancer les connaissances, pas pour remplir son compte en banque. Mais de toute façon, je pense que. Mais vous pouvez quand même donner un peu. Voilà. Non mais si les chercheurs voulaient remplir leur compte en banque, ils ne seraient pas chercheurs. Voilà, tout à fait. Non mais vraiment. Enfin, c'est qu'en fait, c'est obligé. Je trouve que c'est un métier où même c'est une philosophie où parfois l'innovation, ça sent l'altruisme. Pas tout le temps. Ah mais là, l'exemple de Pierre et de Marie Curie, c'est un exemple. Voilà, eux-mêmes ont toujours refusé de déposer des brevets ou de se faire payer leur découverte, parce que pour eux, la connaissance, c'est un bien commun de l'humanité, et donc on ne peut pas la marchander. Est-ce que, à quel point, pour le coup, ils ont travaillé des années sur la radioactivité, ensuite le rayon X pour Marie Curie aussi, et les gens posaient la question dans le chat, et elle est vraie, est-ce que, encore à ce moment-là, on trouve vraiment il y a des choses qu'on découvre qui sont vraiment par hasard au XXe siècle? Est-ce qu'il y a des découvertes qui vont rester longtemps par hasard, ou est-ce que là, vraiment, on est dans une démarche où on sait ce qu'on cherche quand même à peu près? En fait, il y a rarement de découvertes par hasard. C'est-à-dire que quand vous commencez à creuser, vous voyez qu'il y avait des conditions de recherche. Enfin, Röntgen, on dit en effet, il a découvert les rayons X par hasard. Certes, mais enfin, c'était un chercheur, il était dans son labo, c'était pas monsieur tout le monde dans la rue. Il avait quand même un environnement scientifique qui fait. C'est pas la tarte à thym, quoi. Genre, je l'ai mis de mauvais côté, ça a fait une tarte à thym. C'est quand même différent. C'est quand même un petit peu différent. Donc, il y a toujours un petit peu ce contexte quand vous creusez un peu, mais ça n'empêche pas que parfois, en effet, on peut être. L'éclair de génie, ça reste. La chance n'est que le sourire du talent, quoi. Voilà, tout à fait. Et puis, le contexte et l'environnement dans lequel on peut l'exprimer. Évidemment, en plus, bien sûr. Au bout d'un moment, notez-le. La chance arrive une fois, 2 fois, 3 fois, mais lorsqu'elle est répétée, c'est juste un talent naturel, quoi. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'on a des exemples peut-être au 20e, genre de choses réussies par hasard comme ça, ou est-ce que ça reste quand même ça reste quand même extrêmement rare. Par hasard, oui, parce que dans les laboratoires, on trouve parfois des choses qu'on ne s'attendait pas à trouver a priori, mais malgré tout, c'est rarement un hasard. Voilà. Pour revenir, voilà, du coup, il y a ces applications guerrières. On revient à la Première Guerre mondiale. Il y a le tank aussi qui va être. Il y a aussi beaucoup de choses liées à l'aviation. C'est-à-dire que l'aviation, quand même, la Première Guerre mondiale va être un boost incroyable, parce que c'est-à-dire que l'aviation, c'est quand même c'est-à-dire qu'en moins de 100 ans, on était à essayer de comprendre comment voler avec les montgolfières et encore. Et ensuite, on était sur la Lune, en fait, quoi. Et c'est fou, c'est-à-dire qu'en moins de en 70 ans, je crois, on est passé des premiers essais d'avions à marcher sur la Lune. C'est qui a eu le brevet? C'est un Français, il me semble. Pour la Lune? Non, pour la Lune. J'ai le brevet de la Lune. J'ai le brevet de la Lune. J'ai un brevet pour la Lune. Le brevet de l'avion? Il n'y a pas vraiment de brevet de l'avion, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de recherches qui ont été faites dans plusieurs pays, mais là aussi on trouve les liens vraiment très proches avec la recherche scientifique, c'est-à-dire les premiers défenseurs de l'aviation, c'est des mathématiciens, Paul Appel, Paul Pinlevé et d'autres qui ont travaillé donc, pour comprendre, enfin il faut comprendre aussi comment ça vole un avion et faire en sorte que les ailes ne le fassent pas planter derrière. Donc il y a les premiers instruments qui volent plus ou moins bien, qui provoquent des drames qu'on a pu lire, enfin vous les découvrirez dans les archives, il y a eu des drames assez catastrophiques. Comme celui qui voulait sauter avec la première, celui qui a sauté du premier étage de la Tour Eiffel. Oui. Après les ailes volantes, on parlait de Léonard. La vidéo est disponible sur Internet. Très bonne invitation. Mais oui, du coup, l'aviation, et puis la Première Guerre mondiale, parce que avant, au début de la Première Guerre mondiale, on lance des bombes à peu près avec les avions, et puis après on arrive à synchroniser les mitrailleuses avec les hélices pour pouvoir tirer devant. Enfin, c'est quand même, c'est fou ce qu'on a. En fait, la guerre, c'est un aiguillon quand même du progrès, mais technologique, vraiment des applications de ces découvertes scientifiques. Il y a un exemple que j'aime bien quand même, quand on dit vraiment ça permet des avancées scientifiques formidables. Il y a eu une formidable avancée en 1915, c'est la relativité d'Albert Einstein. Elle n'a aucun lien avec le conflit qui se déroule autour. C'est-à-dire que il n'y a pas de lien évident entre la guerre et le développement scientifique, le progrès des connaissances. Et là, on en a la preuve. Enfin, Einstein, c'est pas sur le front, dans les tranchées, qu'il a émis cette hypothèse qui est vraiment complètement déconnectée de ce contexte militaire. Ouais, c'est ça. C'est terrible quand tu vois les conséquences que ça a eu. Il était seul dans son labo à se poser des questions pour que 3 ans plus tard. Et d'un coup, il a changé nos vies à tous. Quoi. C'est ça. Et donc là, la relativité, oui, c'est quand même une avancée majeure pendant le conflit. Sans lien avec lui. Oui, c'est ça. Après, je réfléchissais à ça et je me disais, quand on pose la question à quelqu'un, quel est le scientifique que tu connais le plus ou qui t'a le plus marqué, j'arrivais pas à penser à un autre nom que Einstein. Marie Curie, non Marie Curie, peut-être.
Peut-être en 2 pour moi, mais c'est parce que c'est une femme que tu dis ça. Oh, c'est pas vrai. Dis bonjour à Juliette ce matin. C'est ça. Mais non, en fait, je me dis souvent quand on pose la question, il y a Marie Curie, Einstein, et je pense pas à d'autres, quoi. D'accord. Bah, il y a Newton quand même, tu vois, moi qui vient assez vite aussi, tu vois. Mais vraiment en tout premier, ouais. En déclencheur. Puis qui marque aussi la culture populaire aussi, ça, de manière aussi forte aussi, en fait. Qui marque, parce que tu vois, il y a des gens qui disent Lavoisier. Et parce que, en fait, le truc, c'est que, et au lycée, en fait, on te parle très clairement de la relativité. Moi, je me souviens, quand mon prof de physique m'explique la relativité, je suis en mode. Non, mais oui. Oh la folie! Alors c'est difficile à comprendre, tu vois, la relativité restreinte et la relativité générale. Mais alors quand il t'explique, t'es en mode. Alors en fait, l'univers, on repose sur un truc, t'es en mode attends, c'est quoi le. Non, mais déjà E égale MC2. Non, mais t'es en mode. Et là, il t'explique ça. Et moi j'étais nul en physique au lycée. Mais quand il t'explique ça, t'es en mode waouh. En fait, c'est fou. Et donc j'imagine, en fait, rien que pour moi, lycéen qui comprend pas tout. Le tremblement de terre que ça devait être en termes scientifiques quand il arrive avec ça, et qu'en plus après il dit bon Newton, il y a un truc intéressant, mais on va remettre un peu ça en cause quand même. T'es en mode ah oui quand même, c'est fou. Aussi quand on compare par exemple Marie Curie et Albert Einstein, je trouve que Albert Einstein ils l'ont grave mis aussi en figure de pop culture. Et c'est là aussi où il y a cette élévation, on passe même lui-même à cultiver en fait par son apparence, par ses prises de position. Enfin, Marie Curie a eu énormément aussi de prises de position politiques pendant la guerre, dans l'entre-deux-guerres. Enfin, il y a eu des prises de position, mais Einstein a cultivé ça énormément. Et c'est vrai que les applications de ces découvertes, on les voit un petit peu partout. Donc ça a vraiment marqué quand même notre paysage. C'est ça. Et puis donc lui, il fait partie des inventeurs qui ont de leur vivant a été acclamé quand même s'il a été obligé de quitter son pays à un moment donné pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais t'as d'autres mecs qui ont fait des découvertes incroyables, notamment c'est ce docteur autrichien, je crois, qui découvre en fait, qui est dans son hôpital, les gens ont le nom dans le chat, dans son hôpital en fait il voit qu'il y a un taux de mortalité hyper important chez les femmes qui font naître des enfants, donc qui accouchent, et en fait il se dit mais et si on se lavait les mains en fait avant de faire accoucher quelqu'un, est-ce que ce serait pas mieux en fait? Et en fait les mecs s'en disent mais non mais ça n'a aucun rapport, vous voulez dire que nous les médecins ce serait nous qui eh bien avec toutes les microbes qu'on a sur les mains, eh bien ce serait nous qui serons responsables de ça. Et en fait il dit bah non mais je suis sûr que si on se lave les mains ça pourrait être mieux. Mais ça appelle un petit peu à l'humilité aussi, c'est que de tout temps les scientifiques eux-mêmes, Semmelweis, c'est ça. Semmelweis, oui c'est ça, merci beaucoup. De tout temps les scientifiques eux-mêmes campent sur un certain nombre de croyances, se persuadent d'un certain nombre de choses. Il faut que parmi eux-mêmes, les médecins, mais d'autres dans d'autres domaines, et il faut que parmi eux, certains provoquent ce basculement vers d'autres compréhensions. Monsieur Semmelweis, c'est lui qui est à l'écran du coup, qui est peut-être hongrois d'ailleurs. C'est pas une transition toute trouvée sur le fait que c'est difficile d'avancer seul en termes de recherche, et que faire une équipe avec quelqu'un pour pouvoir avoir ce recul nécessaire. C'est vrai que pendant longtemps on a eu l'image, et ce qui était largement justifié aussi, même si il y a quand même des échanges entre la communauté savante à toutes les époques, mais du savant seul face à la compréhension du monde. Enfin, on parle de Newton. Il y a quand même des échanges assez nombreux à ces époques-là entre les savants à l'échelle européenne et même vers les États-Unis, enfin vers l'Amérique à l'époque. Mais quand même, on a cette image-là. Aujourd'hui, le travail de recherche, il se fait vraiment en équipe. Et puis quand vous voyez, par exemple, vous allez par exemple dans les grands équipements internationaux comme il y a au CERN. Incroyable. Là, quand les articles sont publiés, comprendre de nouvelles particules, comprendre de nouveaux éléments, c'est signé par des dizaines, voire des centaines de personnes. C'est un vrai travail d'équipe, on ne peut plus faire ça. Et puis il y a des équipes qui s'affrontent aussi sur certains courants de pensée également. Enfin, en histoire, je sais qu'il y a encore aujourd'hui, sur la Première Guerre mondiale, il existe encore des écoles différentes qui vraiment s'affrontent sur le terrain scientifique et qui, par papier interposé, se répondent et se disent non, nous c'est plutôt comme ça, et c'est aussi... ça se bat quand même encore de manière assez virulente, mais du coup en équipe effectivement. Il doit y avoir des débats. Mais ça se bat sur le fond du sujet, ça se bat aussi en termes de compétition internationale pour qui va arriver à faire le premier, l'avancée de la connaissance ou la découverte qui permettra aussi cette reconnaissance. Donc il y a une vraie compétition internationale aussi. Le vol de données, le fait, ça doit être... ouais, c'est ça. Il doit y avoir des drames exceptionnels. Mais qu'on retrouve d'ailleurs au moment de la Première Guerre mondiale aussi. Je veux dire, il y a eu une compétition à la fois militaire sur le terrain, mais compétition savante aussi. On parlait des gaz de combat tout à l'heure. C'est à qui va réussir à mettre au point le gaz le plus perfectionné pour faire le plus de victimes dans le camp ennemi. Et donc il y a une sorte de... Alors on parle souvent de Fritz Haber, qui est un peu le père des gaz de combat en Allemagne, mais de notre côté, on a aussi eu Moureux et d'autres scientifiques qui du coup
voilà, on se tire la bourre d'un côté ou de l'autre pour trouver celui le gaz qui sera le plus c'est plus ça. efficace. L'odeur dans le laboratoire, quoi. Ouais, c'est la... Vraiment dans une concentration de se dire. c'est chaud. Ouais, c'est vraiment... c'est la course. Alors qu'est-ce qui va tuer le plus vite, etc. Ah ouais, non, mais t'avais des divisions aussi dans l'armée japonaise, par exemple, qui faisaient des tests horribles de gaz. Enfin, c'est horrible. Après, tu vois, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la motivation de l'innovation et de la création, c'est pour un but précis. Et la guerre était un but tellement précis que ça devait... Qui est hyper palpable à ce moment-là, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est comme mais c'est aussi... elle est aussi... Comme tu disais, il y a le rayon X, mais il y a aussi la chirurgie qui a énormément évolué au lendemain de la Première Guerre mondiale. Notamment la chirurgie faciale. Ouais, parce que tout simplement, on a le souvenir c'est peut-être un peu loin, même pour moi pour le coup, mais les fameuses gueules cassées. Et donc c'est un moment où on essaie de réparer ces gueules cassées. La chirurgie faciale fait des progrès considérables. Tu as mis des images où on voit vraiment le travail qui est fou. Et en France, on a quand même un niveau, et même encore maintenant, de chirurgie réparatrice on reste qui est à la pointe internationale. L'une des premières greffes complètes du visage avec cette pauvre madame qui s'était faite arracher la tête par son chien et qui a été c'est hallucinant de voir, parce qu'en plus c'est une... Moi j'en discutais, j'ai mon père qui est chirurgien et du coup mon père me disait souvent que pour lui l'une des chirurgies les plus techniques c'était la chirurgie réparatrice qui demandait vraiment énormément de... Parce qu'en fait, autant transplanter un cœur, tu dis faut couper des trucs, mais là mec, en fait c'est la pression. Tout le monde peut le faire. Tout le monde, moi je prends des ciseaux, je coupe un truc, tu vois. Et c'est là où tu vois l'évolution aussi, l'innovation qui aide énormément, parce que on voit peut-être pas ce qu'il y a autour des chirurgiens, mais il y a tellement de technologies en termes de tout ce qui est célioscopie, tout ce qui est... En fait, chaque petite évolution qui dans ta tête ne sont pas du tout... Parce que quand on pense aux médecins, on pense au bistouri, on pense à découper le corps et tout, mais il y a une technologie autour, en termes de rayons X, en termes de cellio, en termes de... Quand tu améliores rien que le taux de rafraîchissement d'un écran, ça peut aider à la médecine, parce que le taux de rafraîchissement d'un écran peut augmenter le taux de rafraîchissement de l'écran de célioscopie, qui fait que la personne est plus précise, et ce qui fait que quand tu regardes ton retour avec la petite caméra dans le corps, tu vas plus vite. Du coup, ton père opère sur un 240 Hz Predator, enfin un curvé, quoi. Tu sais que mon père, il a un setup, je pense vraiment qu'il pourrait jouer à FIFA. C'est exceptionnel. Par contre, quand tu entends les prix de ces choses-là, et le prix aussi, la recherche doit coûter extrêmement cher, on parle toujours d'argent, c'est comme important. Ça a l'air d'être un peu un leitmotiv. Sur Twitch, c'est un leitmotiv. Jeff Bezos, c'est un leitmotiv, bien sûr. Mais ouais, c'est... Mais après, pour en revenir quand même à la chirurgie faciale, il y a aussi eu des énormes progrès à l'époque, c'est parce qu'il y avait de la chair à réparer. C'est-à-dire qu'on a pu faire beaucoup de progrès parce qu'il y avait beaucoup de cobayes, entre guillemets, de gens qui avaient besoin de... Puis bon, le fil rouge de ce soir, le besoin. Voilà, le besoin. En fait, c'est ça, là on répondait à un besoin direct, alors que des fois c'est une recherche qui devance presque des besoins, c'est-à-dire que voilà, là c'était dans un besoin immédiat, et puis il y avait effectivement, comme tu le disais, plein de cobayes. Il y a aussi, je trouve que la Première Guerre mondiale est un excellent exemple, plus on avance dans cette discussion, parce qu'en fait... comme tu le disais, en fait, l'innovation, c'était à corps perdu en fait dans cette guerre. Est-ce qu'il n'y a pas eu, cet effet de gueule de bois? Est-ce qu'on s'est pas dit, on va peut-être se calmer un petit peu? Est-ce qu'il n'y a pas eu la fin d'une lune de miel de la recherche entre guillemets, où on s'est dit, on se calme parce que là, on a fait des trucs horrible dans les tranchées. On reste fidèle à ce qu'on appelle le scientisme à l'époque, c'est-à-dire une croyance immodérée dans les bienfaits de la science. Donc il y a cette parenthèse de la Première Guerre mondiale, mais dès les lendemains de l'armistice, dès novembre 18, on se convainc qu'il faut continuer à investir dans la recherche scientifique, dans la connaissance, parce que, encore une fois, c'est pas la connaissance en tant que telle qui est néfaste, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et donc, de toute manière, il y aura toujours des malades pour utiliser les connaissances à très mauvais escient. On parlera peut-être de la Seconde Guerre mondiale après, mais c'est aussi un autre exemple frappant. Donc non, c'est pas encore le moment où on commence à se questionner sur les buts, les objectifs, les finalités, les retombées de la science comme on peut le faire aujourd'hui. À l'époque encore, on pense qu'elle est fondamentalement bonne, et donc le conflit passé, il y a eu les gaz, il y a eu d'autres choses, mais il y a eu en effet aussi la radiographie, il y a eu la chirurgie faciale, donc on va recommencer à financer les laboratoires. Le problème, c'est qu'en France notamment, on a du mal à le faire à l'époque parce que le pays, il est sorti victorieux de la guerre, certes, mais il est complètement ruiné, exsangue, saigné en homme, en moyen, donc ça va prendre quand même du temps à remettre en marche. C'est ça. Mais déjà, avant le conflit, on était rentré un petit peu, c'est typique peut-être de la France, dans une grande impréparation, c'est-à-dire que la mobilisation scientifique, elle a mis un temps fou en France, tandis que l'Allemagne était déjà prête en 1914 à faire face scientifiquement au conflit. Ils avaient déjà des scientifiques qui étaient prêts à évaluer les... Ils avaient créé une grande institution qui s'appelait la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, qui avait un certain nombre d'instituts de
de chimie où on travaillait entre autres, et Fritz Haber, le père des gaz de combat, travaillait dans un de ces instituts. Est-ce que les scientifiques se sont pas dit aussi à un moment, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'il y a où il y avait un aveuglé par la Il réussite. y en a eu, mais en fait, Le nationalisme. Globalement, en fait, il y a eu vraiment à la fois du côté allemand un fort nationalisme, du côté français une sorte de réponse à l'appel de la patrie en danger. Donc il y a eu très très peu de cas disons, Einstein est un cas qui dénote parmi les autres, mais tous ont pris quand même parti pour leur pays, quoi. Ah ouais, c'est dur. T'es Il y a dans un patriotisme de fou par rapport à... Patriotisme plus le fait de pouvoir aussi continuer à créer, à comprendre des choses, d'être avec une équipe stimulante, avoir un but précis, le fait d'avoir un but précis. Enfin, on se dit souvent, moi d'un point de vue de quelqu'un qui n'est absolument pas chercheur, je me dis, est-ce que des fois la motivation d'un chercheur qui ne sait pas précisément ce qu'il cherche ou précisément pour le but, comment il fait pour être motivé perpétuellement, et est-ce que le fait d'avoir un besoin, c'est pas une carotte invincible, quoi. C'est justement quand on ne sait pas ce qu'on cherche qu'on est le plus motivé, parce que à la limite, si on sait déjà à l'avance ce qu'on cherche, ça n'a plus aucun intérêt de... Ah ouais, vous êtes... chercher. Ah ouais, ça veut dire que l'inconnu excite. Ouais, en soi. Complètement. Ah, incroyable. Non, c'est un truc de fou. Mais c'est ça. Et est-ce Mais que même en histoire, enfin, je veux dire, on parle de découvertes, mais en histoire aussi, on fait des découvertes dans des archives nouvelles et autres, et donc ça, c'est ça qui est vraiment stimulant. Si j'allais dans un fonds d'archives en sachant déjà ce que je vais y trouver, je resterais à la maison et je jouerais à FIFA. Je vais placer, parce que depuis tout à l'heure, je vois passer FIFA. Est-ce que Denis sait jouer à FIFA? Denis découvre FIFA. De toute façon, c'est vrai. Moi, quand je pense à ça, aux découvertes et tout, moi, je pense surtout à l'histoire. Enfin, c'est le truc qui me... Quand je pense à découverte maintenant, c'est-à-dire à une époque, on a l'impression que le progrès est presque capé, alors que non. Mais en fait, on se dit que quasiment tout a été découvert. Tellement on a ce recul où on est dans cette complaisance, on se dit... Oh, ouais, c'est ça. Mais ça, à toutes les époques, en fait, on a été persuadés d'avoir tout découvert, qu'il ne restait plus rien à découvrir. Les physiciens du début du XXe siècle disaient, voilà, la physique, on a fait le tour, c'est fini, et là, boum, la relativité, et là, la physique quantique, et on reprend tout à zéro, parce que... Mais toutes les époques ont eu cette c'est des sortes de boom, en fait, mode, aussi. On sait tout, maintenant, les autres d'avant, ils étaient complètement nazes, et on sait tout. Je pense que dans 50 ans, on dira la même chose, on sait tout, et les autres des années 2020, ils étaient complètement cons, ils comprenaient rien à rien. Mais est-ce que dans 300 ans, il y aura le même recul que nous on avait? Parce que maintenant, on a cette glorification de tout ce qui est Mozart, de tout ce qui est les peintres, etc. Et est-ce que dans 300 ans, il y aura encore cette glorification de 600 ans avant, plus 300 ans, ou est-ce qu'on considérera que l'époque moderne n'a pas tant changé les choses que Mozart a changé la musique? En tant qu'historien, déjà, je te dirais, a priori, dans 300 ans, c'est pas mon fonds de commerce. Moi, c'est plutôt le passé, c'est pas l'avenir. Ce que je peux... confirmé par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui scientifiquement, c'est que dans 300 ans, il va faire très très chaud, et ça, il faut faire attention. Ça, ce sera peut-être pas le premier effectivement problème. Ça sera le premier problème, on se posera pas la question de savoir. Est-ce que... alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal, c'est vrai que les scientifiques... il n'y a pas beaucoup de scientifiques en fait aujourd'hui qui on nous dit lui c'est un scientifique qui fait avancer la recherche, peut-être comme Einstein était connu peut-être de son vivant. Est-ce que voilà il y a d'autres scientifiques, enfin on peut se dire quand même que il y a des scientifiques qui se rendaient compte qu'ils changeaient les choses, où ils se sont dit, on a lu des choses en mode voilà, ce scientifique savait qu'en faisant cette recherche-là, cette découverte, il allait changer le monde. Je pense quand même qu'ils ont eu cette conscience, ils n'étaient pas tous des gens d'une humilité débordante. Tu parlais de Newton tout à l'heure, d'Einstein ou d'autres. Ils ont Didier Raoult, par exemple. Comme Dr Raoult, par exemple, qui aujourd'hui... le premier à inventer un vaccin. Tout à fait. Mais non, mais on a quand même voilà, la conscience, je pense qu'ils avaient la conscience quand même d'apporter des connaissances absolument nouvelles qui allaient... Alors révolutionner le monde, peut-être pas, parce que je veux dire... avant la relativité générale, les gens vivaient d'une manière, ils n'ont pas changé complètement leur manière de vivre à partir du moment où on a compris la relativité générale. Enfin, dans ton quotidien, je ne sais pas si le fait de connaître ou de ne pas connaître la relativité générale change beaucoup la manière dont tu bois ton verre d'eau ou autre. Mais ça aide pour question de branchement. Le verre d'eau va très vite pour vous, alors qu'en fait l'eau ne bouge pas dans le verre. C'est ça qui est fou. Ça n'a rien à voir avec... mais aujourd'hui, c'est pas forcément une personne qui va changer. Encore une fois, c'est un travail vraiment collectif, d'équipe entière, et qui se ressent aussi, c'est qu'on a beaucoup de mal à connaître aussi l'avancée de toutes les sciences, de tous les domaines. C'est-à-dire qu'à l'époque, on publiait dans quelques grandes revues internationales. Aujourd'hui, des revues, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Donc, se tenir au courant de toutes les avancées, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est difficile. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas forcément grand public non plus, quoi. C'est-à-dire que ça reste dans des petits milieux encore. Après, à l'époque, on aurait mis, je sais pas, les principes de Newton dans la main du grand public, il serait tombé des mains aussi. Donc, voilà, à aucune époque, ça a été forcément grand public. Après, notre rôle, c'est aussi d'expliquer un petit peu. Est-ce que les
les prix motivent aussi les égos. Est-ce qu'il y en a qui font aussi ça? Parce que c'est vrai qu'au final, avoir un prix Nobel, ça marque une vie, et aujourd'hui l'avoir, c'est important. Donc est-ce que ça motive pas aussi des égos des chercheurs à trouver quelque chose aussi? Oui, je pense que ça peut être un aiguillon, pas seulement le Nobel, mais pas mal de prix sont quand même des aiguillons, parce que c'est une reconnaissance de la communauté. Alors, encore une fois, on est sous-payé, mais quand même, le fait d'avoir on y revient. une certaine notoriété, ça fait toujours plaisir. Non, mais c'est clair. Après, moi, j'avoue que les deux prix auxquels il y en a que deux prix qui, pour moi, dans l'imaginaire commun, sont hyper glorifiés, c'est le prix Nobel et la médaille Fields. Et le... C'est mathématique du coup, la médaille Fields. Avec cette légende, en vrai on le saura jamais vraiment pourquoi, qui dit que Alfred Nobel n'aurait pas mis dans catégorie mathématique parce que, alors il y a des théories, parce que sa femme aurait été avec un mathématicien, enfin il y a pas de, mais du coup il n'existe pas de prix Nobel de mathématiques, c'est la médaille Fields. Et quels sont les prix, selon toi, qui sont les plus importants? Par exemple, si on veut se renseigner pour voir des scientifiques qui ont marqué leur période, il faudrait regarder les lauréats de quel prix, à part les prix Nobel. Alors, au niveau international, clairement, Nobel ouais. Fields. Si on s'intéresse un peu plus à la France, parler pour mon institution, il faut y aller. Le CNRS, je suis là aussi pour faire un peu pub. Bah oui, 33 000 personnes. Tout à fait, sous-payé, pas de thunes et du talent. Mais depuis 1954, le CNRS remet chaque année une médaille d'or, qui est la plus haute distinction scientifique française. Donc tous les ans, il y a une médaille d'or. Je savais. Je savais même pas qu'il y avait une médaille d'or du CNRS. Si vous allez, on parlait de Wikipédia tout à l'heure, vous avez une page Wikipédia. Je vais regarder qui est le médaille d'or du CNRS l'année dernière. Denis, t'en as minimum 15, j'espère. Pardon ? T'en as minimum 15, non ? Bah non, j'ai refusé. Ça pudeur l'honneur. Quelle pudeur, Je regarde un peu s'il y a. Il y a eu des historiens, Le Goff par exemple. Jacques Le Goff, grand médiéviste. A eu la médaille d'or du CNRS. Et la médaille d'or 2021 du CNRS, c'est Jean Dalibard, physicien. Voilà, ça vous l'avez. Médaille d'or du CNRS en 2020, c'est Françoise Combe, astrophysicienne. Par contre, ça doit être tellement dur à donner, parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de catégorie dans la médaille d'or du CNRS, sachant tous les instituts qu'il y a. Mais c'est comme un prix Nobel de physique, il y a certes une catégorie, mais au niveau mondial, voilà, c'est compliqué. Mais bon, c'est vrai que la médaille d'or, c'est vraiment la plus haute distinction qu'on a en France. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est bien que tu aies cité les premiers noms, c'est que pendant longtemps, il n'y a que des hommes qui ont eu cette médaille d'or. Et là, depuis quelques années, on reconnaît enfin le rôle des familles. Il a fallu longtemps, c'est jusqu'à récemment, il y avait quand même, c'était extrêmement masculin. Les filles les plus belles, depuis 2013, il y a eu 4 médailles d'or féminines. Voilà, c'est ça. Mais c'est depuis 2013. Depuis 2013. C'est parce que tu peux pas défiler plus bas. Parce que je garde. Voilà, c'est ça pour l'instant. Voilà. Je garde. Donc j'ai le chiffre en tête. Voilà, vous l'avez. Donc c'est pas mal. Mais je vois quelqu'un dit, mon prof de fac est médaillé du CNRS, si je peux me permettre de. Bien sûr. Oui, mais je suis quelqu'un de. En plus, je suis bien élevé. Je demande l'autorisation. C'est il faut juste affirmer, quoi. Tu aurais pu taper sur la table et dire. Alors la table est un petit peu grande, mais allons-y. Mais je vois quelqu'un dit, voilà, prof de fac est médaillé CNRS, c'est qu'il y a différentes médailles. Il y a aussi une médaille d'argent, une médaille de bronze, c'est-à-dire selon le niveau des recherches. La médaille d'or, c'est le top du top. D'accord. Il y en a un ou deux parfois par an. Mais il y a différents niveaux de recherche selon qu'on est chercheur débutant, confirmé avec d'excellents résultats. Voilà, donc il y a différents. C'est pas étonnant que certains connaissent des médaillés du Sénat. Mais la récompense, pour moi, la récompense, elle stimule l'innovation. C'est parfaitement dans notre sujet, je trouve. Le fait de c'est pour ça, c'est ça. Parce que même si, bien évidemment, que ça peut être par altruisme, ça peut être pour plein de choses, le fait de se sentir reconnu, ça pousse le processus créatif et de se dire. Oui, et puis il y a le fait aussi d'être validé par ses pairs, mais ça, on le trouve dans tous les domaines, quoi. Avoir une reconnaissance et une certaine considération de ses pairs, on a l'impression d'avoir fait du bon boulot, on est content d'avoir une médaille, comme on est. Voilà, il y a quand même ce côté-là. Est-ce qu'on aurait eu la purée de Robuchon s'il n'y avait pas le titre de meilleur ouvrier de France ? Bah voilà, tout à fait. Non, mais c'est ça dans tous les domaines. Je pense que c'est vrai. On a besoin de cette reconnaissance et en même temps, c'est une garantie de qualité des recherches aussi. On a fait du bon boulot. Exactement ça. C'est ça, et de mise en avant, et parce que quand quelqu'un a une médaille d'or, forcément ça légitimise, tu vas regarder, tu essaies de comprendre, et maintenant on a découvert qu'il existait une médaille d'or et médaille d'argent et de bronze au CNRS. Donc ça c'est quand même important, c'est quand même aussi important. C'est une question que je poserais, qui était la médaille d'or du CNRS 2021 ? J'avoue, question pour un streamer, à la prochaine édition. Il a donné la réponse il y a 2 ans. Ouais, mais j'ai fait une émission de culture générale dans un événement caritatif cette année, et en fait vu que je suis quelqu'un de très sociopathe et totalement malveillant. Depuis le début, ça se voit d'ailleurs. Depuis le début, je disais souvent les réponses de l'émission qu'il y avait aux gens qui participaient. Et je leur disais 2 semaines avant, je leur disais
est-ce que tu savais que Gorbatchev c'était 1989, 1990 Et quand ils n'avaient pas les réponses, ils étaient conspués. C'est un pervers. C'est ça. Cet homme est fou. Il tire son micro. Regardez, on sent toute cette haine sur ce pied de micro, évidemment. Oui, je suis horrible. Sur le redéroulé chronologique, est-ce que sur la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on va avoir une différence de traitement scientifique ? Est-ce que une différence de préparation ? On parlait d'impréparation tout à l'heure pour les scientifiques français. Est-ce que cette préparation sera différente pour la Seconde Guerre mondiale ? En France, on a toujours beaucoup de mal à tirer les leçons de nos échecs précédents. C'est-à-dire qu'en effet, on est arrivé à l'été 14 dans la plus grande impréparation. On arrive à l'été 40, ou en tout cas au 1er septembre 39, dans la plus grande impréparation aussi. La recherche n'est pas mobilisée. Il va falloir un certain temps. Alors, il y a le CNRS qui est créé le 19 octobre 39. On est quand même 6 semaines après le déclenchement de la guerre, donc un peu en retard. Mais le CNRS, c'est pas un enfant de la guerre. C'est vraiment le produit d'une c'est pas 6 semaines après en mode les gars, il faut qu'on crée un truc qui s'appelle CNRS. En 6 l'urgence. semaines, ça ne se fait pas. Mais quand même, la mobilisation scientifique, on lui confie quand même quand le conflit est déjà là, quoi. Donc c'est un petit peu tard et on n'était pas spécialement prêt. Mais quand même, il y a une période avant la guerre même qui est capitale quand même dans cette histoire-là, c'est le Front populaire. Parce que c'est bien aussi de parler de parce que les gens disent oui, Revendy parle que de la guerre depuis tout à l'heure. Ouais, c'est juste le domaine de prédilection de notre invité, qui est cette période-là, qui est du 70 jusqu'à nos jours. Ramener un spécialiste. Donc du coup, c'est juste que je suis sur le domaine du spécialiste. Après, c'est la période. C'est la période. J'aime bien la guerre, mais j'aime bien la paix aussi. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas spécialiste de la guerre. Sociale et scientifique. Évidemment. Mais du coup, le Front populaire aussi. Le Front populaire a compté énormément. C'est le moment où on se mobilise autour de la recherche dans notre pays. Il y a des personnalités vraiment centrales. Le physicien Jean Perrin, qui est le père fondateur du CNRS, mais il y a aussi une personnalité dont on a beaucoup parlé récemment, parce qu'il est entré au Panthéon, c'est Jean Zay, le ministre de l'Éducation nationale. C'est peut-être un nom qui vous est familier. Et Jean Zay donc, est rentré en 2015 au Panthéon, mais ça a été un très grand ministre de l'Éducation nationale à l'époque qui a poussé à la création du CNRS, qui a fait plein de trucs. Il a créé le Festival de Cannes, il a transformé l'école comme jamais avant. Mais voilà, c'est des personnalités qui ont beaucoup compté dans cette époque-là, dans la structuration en fait, de la recherche dans notre pays avant la guerre. C'est vrai qu'il y a eu tout d'un coup avec la création du Festival de Cannes et tout. Mais bon, même si, comme vous l'avez dit justement, le fait que le CNRS, ça n'a pas été, même si on retient la date d'octobre 1939, que ça a été un processus extrêmement long à partir de 1970. Il n'est pas tombé du ciel ce jour-là. Et qu'il y a eu des questions, il y a eu du questionnement, ça a été... Après, heureusement, quand on voit, entre guillemets, le poids, même à l'époque, quand je me suis un peu renseigné, j'ai lu des choses, même à l'époque, c'était quand même très vite, on parlait du fait que, par exemple, le prix Nobel, dès le début, n'avait pas ses lettres de noblesse, mais le CNRS, quand on lit les choses historiques, dès le début, c'était quand même vu comme quelque chose d'assez gros, non ? Non. Non. Pas de question bête, au moins nous le découvrons. Nous le découvrons, Étoile. Non, en fait, sa création, elle est passée quasiment inaperçue à l'époque. C'était 40 labos, 600-700 personnes à peu près. C'est passé. Parce que dans le contexte d'octobre 39, tout le monde avait les idées ailleurs. Donc la création. C'était Wikipédia. Voilà. Est passée. Je relirai cette page. C'est moi qui l'ai écrite, mais je vérifierai. Mais sa création est passée quasiment inaperçue. C'est vraiment après la Libération qui commence à être connue. Parce qu'il y a quand même une différence assez grosse entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est que la Première Guerre mondiale, la France a pu se mobiliser scientifiquement tout au long du conflit. La Deuxième Guerre mondiale, au bout de 7 mois, elle était laminée, et après, la mobilisation scientifique, c'était terminé. C'était plus rapide, on va dire. Après, ouais, c'est ça. Mais après la guerre, c'est pas bien, quoi. Ouais, quand même, c'est ça. Oui, c'est ce que j'essaie de dire. Bien sûr, c'est ce qu'on dit, c'est pas bien, mais on essaie de baliser aussi sur cette chose-là, en début du siècle, forcément. Du coup, c'est vrai qu'il y a l'avancement avec le Front populaire, c'est hyper intéressant. Là, du coup, il y a des gens qui posaient la question. Je sais pas si tu as travaillé sur ces sujets-là, mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi la question des scientifiques dans les États totalitaires, forcément au XXe siècle, et notamment en URSS, par exemple, et en Allemagne. Est-ce que on a comment est-ce que se passe la recherche dans ces endroits-là ? Comment est-ce que sont traités les scientifiques ? Alors, la recherche, on peut pas faire le tour de tous les États totalitaires, mais la recherche en Allemagne, elle est très bien soutenue dès lors que les personnes qui l'amènent sont des Ariens. Et en fait, l'Allemagne, forcément, tout au long des années 30, tu parlais d'Einstein tout à l'heure, s'est privée d'un nombre considérable de scientifiques de grands talents, parce que elle a fermé les carrières scientifiques, académiques aux Juifs, tout simplement. Donc voilà. Donc elle a pris quand même un sérieux coup dans l'aile à partir de ce moment-là, parce qu'elle s'est privée quand même d'un personnel compétent que d'autres pays, d'ailleurs la France notamment, a accueilli.
tout au long des années 30, des scientifiques menacés qui fuyaient l'avancée des nazis à la fois en Allemagne d'abord, puis après dans tous les pays qui ont été envahis par l'Allemagne. Le problème, c'est que souvent ces scientifiques se sont retrouvés en France en mai 40, au moment des débuts de l'occupation, et donc ont pu payer. Tout le monde n'a pas pu partir aux États-Unis comme Einstein, quoi. Non, j'ose dire que le racisme, c'est pas bien. Non, mais c'est une bonne conclusion de ce que tu l'as dit en 3 mots, ce que j'essayais de dire. J'ose le dire. Bravo. Je dis les termes. Merci à toi de te lever pour dire ça. Il y a d'autres exemples en URSS, notamment. Il y a l'idéologie qui pèse énormément sur un certain nombre de recherches, et notamment sur des recherches en génétique, par exemple. On renseignerait sur l'affaire Lysenko, mais par exemple en biologie, on a une science qu'on dit prolétarienne, une autre science qu'on dit bourgeoise, et la génétique a été profondément impactée par une idéologie politique et a pris beaucoup de retard dans ce pays pour cette raison-là. C'est fou parce que autant pour l'Allemagne, je savais qu'il y a un documentaire qui s'appelle Le Sol et la Terre, je crois, où il parle effectivement, par exemple, tous les archéologues, les recherches archéologiques avaient été très orientées en faveur évidemment du régime, pour légitimer les régimes et ce genre de choses. Il y avait un département qui s'appelait l'Annonherbeux qui était là pour dire regardez ce qu'on a trouvé, une svatika sur un ancien pot asiatique, c'est fou, c'est-à-dire il y a des conquêtes ariennes. Donc là, on est carrément dans la recherche qui est qui se corrompt elle-même en fait, parce qu'en fait les financements étaient uniquement pour ces archéologues et du coup il y avait de l'argent, et en fait on se rend compte que ils y allaient, et que en tout cas ces chercheurs-là, comme tu le disais, qui étaient ariens, et il n'y avait pas de problème, quoi. On pouvait dire n'importe quoi, et là la recherche était vraiment dans un drôle d'état, quoi. On n'était plus du tout dans la recherche de la vérité, et là on se dit c'est au service d'un régime, quoi. Ouais, mais en fait à chaque fois, quel que soit le régime, on essaye quand même de mettre la science à son service. Même aujourd'hui, pour le progrès de l'économie, on essaye on essaye de la mobiliser. Après, tout dépend de l'idéologie qui y a derrière. Et tout simplement, là, à cette époque-là, forcément, c'était mis au service une idéologie qui était évidemment odieuse. Oui, c'est ça. Totalement discutable, oui. Très J'oserais le dire. Tu veux encore dire quelque chose contre... Tu te lèves contre le nazisme ? Les nazis, c'est pas cool. Mais voilà, et merci de le dire. Ça fait beaucoup de choses que tu déclares. Merci beaucoup, Étoile. Bravo. Depuis tout à l'heure. Et on l'applaudit des deux mains. Des messages politiques très forts ce soir. Je trouve ça bien. C'est ça, exactement. On en avait parlé d'ailleurs de ce genre de sujet. On en avait parlé notamment avec Christian Ingrao. On en avait parlé dans Historiciser le mal, et aussi on avait parlé d'un sujet sur les élites, les élites intellectuelles notamment, qui avaient participé au massacre d'enfants et on se dit, alors qu'on se dit que l'intelligence peut parfois nous préserver de la pire barbarie, en réalité on se rend compte que c'est après pas tout à fait l'Allemagne est un exemple assez frappant dans ce domaine. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question-là du fait qu'ils vont vouloir absolument pousser vers la réussite. La réussite peut attirer et va faire oublier les choses morales, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été attirés par le gain, parce qu'aussi en termes pécuniers ça devait un peu les régaler, et aussi de passer totalement après l'éthique, quoi. Après la science et l'éthique c'est un autre sujet. Mais c'est un sujet extrêmement mais c'est un sujet hyper intéressant. Mais là, c'était pas que le gain, aussi, c'était la volonté de faire avancer. Oui, le patriotisme aussi. Il y avait qui a continué ensuite jusqu'à nos jours, quoi. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, pendant la guerre froide, on a récupéré des scientifiques, notamment celui qui a travaillé sur les missiles V2, Von Braun, qui a ensuite travaillé pour la NASA et qui a permis notamment, lui et d'autres scientifiques, bien sûr, d'aller sur la Lune. C'est vrai qu'on se dit que la recherche à tout prix, quoi, finalement, aussi. Alors que c'est des mecs qui croyaient quand même au régime, quoi. Il y a un autre exemple en France, avant le conflit même. Il faut savoir que, notamment, le dispositif de réaction en chaîne, celui qui peut être libéré, maîtrisé dans le cas d'un réacteur nucléaire pour produire de l'énergie, mais aussi libéré dans le cas d'une explosion, la bombe atomique. En fait, c'est une découverte française, c'est Frédéric Joliot, le mari d'Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie. Wow, c'est fou, tout le monde Mais il y a un institut Joliot-Curie, non ? Ou est-ce que il y a un institut, il y a de très grands laboratoires. Il y a un institut Joliot-Curie, c'est Irène et Frédéric Joliot-Curie à Orsay, notamment. Mais les découvertes ont été faites. Et là, typiquement, on a aussi l'exemple du scientifique qui ne se met pas au service du régime, qui ne se met pas au service des idéologies et qui va faire cette découverte. En freelance. Non, parce qu'il travaillait au Collège de France, il avait les moyens de le faire, mais qui prend garde justement à protéger cette découverte de manière à ce qu'elle ne soit pas mal employée. Qui, au lendemain du conflit, alors il va subir l'occupation en France, Joliot, mais qui au lendemain du conflit va tout faire pour militer en faveur de la paix et que les atomes soient utilisés pour la paix, pour l'énergie et pas pour c'est vrai que ça fait peur parce qu'ils doivent se sentir avec un pouvoir tellement malveillant dans les mains, avec le fait de se dire que les connaissances pour
pour lesquels ils ont travaillé toute leur vie. C'est aussi un patrimoine, c'est de l'éducation, c'est-à-dire que c'est plein de choses qui ont été transmises, et de se dire que quasiment tous les neurones qui ont été accumulés sont utilisés pour des choses comme ça. J'aurais pas Mais Einstein, c'est un bon exemple pour ça, Einstein, parce que c'est lui-même qui a écrit au président Roosevelt pour lui dire attention, les Allemands sont sur le chemin d'une découverte d'une arme nouvelle absolument catastrophique. Il faut que nous, on se lance là-dedans. Du coup, sont les États-Unis qui ont découvert la bombe atomique. C'est fou d'arriver là-dessus. Lui-même a regretté toute sa vie après d'avoir lancé ça, mais il était persuadé que les Allemands étaient beaucoup plus avancés dans cette recherche. C'est comme l'inventeur de la Kalachnikov aussi, je crois, qui a regretté très longtemps d'avoir créé la Kalachnikov. Oui, lui, c'était pour des considérations un peu religieuses, un peu bizarres. Enfin voilà, mais... Mais ce qui est assez très rigolo, c'est quand même... on parle de la postérité, parfois des remords qu'on peut avoir, mais aussi des fois comment est-ce que des histoires aujourd'hui d'invention ou de découvertes sont... vachement magnifiées, modifiées aussi. Par exemple, l'exemple que j'ai en tête, c'est la découverte le décryptage de la machine Enigma, par exemple, par Alan Turing. En fait, du coup, il y a un film, du coup, tout le monde en parle, etc. Mais en fait, beaucoup de gens oublient que c'est beaucoup de chercheurs polonais qui ont décrypté d'abord Enigma, et qui, en fait, Alan Turing s'est appuyé énormément sur leurs travaux. Déchiffré, excuse-moi, tout à fait, c'est vrai qu'on dit déchiffré. On dit qui ont déchiffré d'abord Enigma, en tout cas qui ont bien avancé sur la réflexion. Et en fait, du coup, ça, on l'a complètement aussi oublié, quoi. Donc, ces chercheurs oubliés aussi, qui sont parfois, on se dit, bon. Il y a encore du boulot pour les historiens des sciences, on en découvre encore tous les jours. Alors ça, c'est peut-être un peu plus connu dans la communauté. C'est vrai que je pense que pour les besoins du film, la personnalité de Turing étant au-delà du scientifique complètement hallucinant par ailleurs, voilà, c'est bien de focaliser dans un film, quoi. Ouais, c'est ça. On focalise ce genre de choses. Il y a aussi donc le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, elle est assez. On a eu beaucoup d'innovations. On a l'impression qu'elles sont très américaines, mais il y a aussi beaucoup de choses aussi françaises. Est-ce qu'on observe un changement dans les mentalités dans cette deuxième partie du XXe siècle ? Forcément une accélération, j'imagine, avec l'ordinateur, avec aujourd'hui même ces 20 dernières années encore. Mais comment est-ce qu'elle a évolué structurellement ? En fait, la Seconde Guerre mondiale, ça a vraiment été une bascule, ce qu'on appelle un petit peu, peut-être c'est un peu ronflant, mais dans les complexes, enfin dans la mobilisation scientifique, et puis dans la dimension des projets technoscientifiques. C'est-à-dire le projet Manhattan qui a conduit à la découverte de la bombe atomique, en fait, va faire des petits, grosso modo. Et on se dit qu'on est parvenu à faire cette découverte qu'en mobilisant des dizaines, des centaines de milliers de scientifiques et d'ingénieurs. Et donc on va lancer à partir de là d'immenses projets scientifiques et des financements comme jamais avant. Et ça peut aussi expliquer du coup cette accélération de fou dans la découverte et dans l'avancée des connaissances. Oui, je vois. C'est accéléré. Parce que la France a quand même beaucoup soutenu ses chercheurs aussi, c'est-à-dire que pour découvrir des choses comme le Minitel, c'est quand même, on a dû chercher... c'est quand même fou, quoi, de dire il y a un annuaire en ligne. On se dit aujourd'hui c'est en mode, évidemment aujourd'hui c'est ridicule, mais à l'époque c'est quand même dingue, quoi. Donc il y a quand même plein de choses, la télé en couleur aussi, et surtout que il y a eu aussi, j'ai l'impression, des innovations qui étaient vraiment tournées vers la consommation. Le réfrigérateur, la télévision, frigidaire, toutes ces choses là, c'est quand même des choses qui sont tournées pour vraiment la consommation, alors que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, on a moins senti, en tout cas c'était moins mis en avant forcément pour le militaire ou pour le comment dire, aussi dans une société pour la science aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une société plus orientée justement vers la jouissance concrète, le bonheur, bien de consommation, ce que n'était pas la France encore dans les années 30, ce qui était déjà les États-Unis à cette époque-là, mais pas la France encore. Et du coup, est-ce que les considérations étaient différentes dans la recherche à ce moment-là pour les... Non, parce que franchement, la recherche, elle n'a pas de lien direct avec le réfrigérateur. D'accord. Donc c'est pas ça, mais... ça peut avoir des retombées. Enfin, par exemple, le micro-ondes ou d'autres découvertes peuvent sortir, d'autres inventions peuvent sortir de découvertes faites dans les laboratoires. Mais c'est pas ça qui a aiguillonné vraiment la recherche. Je pense qu'elle a continué à être aiguillonnée quand même par la volonté de... Voilà, des grands défis, des grands sujets, par exemple la découverte de l'ADN ou d'autres, plutôt que le réfrigérateur qu'on a à la maison, mais vraiment pour continuer à avancer. Mais là, ça nécessitait quand même, en effet, une mobilisation scientifique et des moyens sans précédent aussi. Quelle est, parce que là, du coup, on arrive doucement à la fin de cette émission, quelle est pour toi ta découverte ou l'histoire de ta découverte qui te fascine le plus, ou celle que tu aimes bien raconter aussi en conférence, qu'il y en a une que tu retiens parmi les autres? Ou un chercheur peut-être aussi. Il y en a tellement. Alors dans les inventions, parce que je veux faire à la fois les inventions et les découvertes,
Noël arrive bientôt, messieurs, dames. N'hésitez il y a pas. déjà quelques années, l'ouvrage. Noël arrive bientôt. Oui, mais N'hésitez pas. Mais dans les inventions, en fait, moi, c'est vraiment les premiers outils, parce que c'est le moment où tout bascule, hein, et où on commence à constituer quelque chose. C'est un peu le début de l'aventure de l'humanité. Pour ce qui est des découvertes scientifiques, en fait, il y en a des milliers qui sont. On parlait de la découverte de l'ADN, là, mais il y a beaucoup d'autres domaines. En effet, ces moments de bascule, la relativité générale d'Einstein, enfin, c'est la manière dont elles se construisent, la manière dont elles se diffusent ensuite. Je pense même pas avoir une préférée, tellement à chaque fois, c'est des aventures différentes et passionnantes. Ouais, c'est ça. Et des chercheurs peut-être aussi que tu conseillerais peut-être de découvrir peut-être leur histoire. Einstein, on connaît. Pierre-Marie Curie, en vrai, moi j'ai redécouvert des choses. C'est vrai que le fait qu'ils aient découvert radioactivité dans une maison de planches, c'est quand même assez fou. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui te viennent en tête ? Ouais, un en particulier auquel je suis très attaché, mais alors s'il y a des collègues du CNRS qui écoutent, ils vont se moquer de moi, mais c'est Jean Perrin, parce que c'est le physicien qui a contribué à créer le CNRS. Il a été prix Nobel de physique en 1926, et puis il a fait tout un tas de travaux qui étaient contemporains d'ailleurs de Marie Curie, mais en même temps c'est une personnalité en fait qui symbolise le chercheur, des idéaux de générosité, ce que devrait être le chercheur idéal, qui ne l'est malheureusement pas toujours. Est-ce que tu as peur des innovations aujourd'hui maintenant ? Est-ce que tu trouves que ça va trop vite ? Quel est ton regard dessus ? Non, mais après, cynique, ce regard. Non, mais après sans être cynique, c'est-à-dire quel est évidemment tout le recul de l'historien, mais surtout toi en tant que personne aussi. Comment est-ce que toi qui es historien, comment est-ce que tu le vis et le transcris aujourd'hui dans notre réalité ? Moi, je pense que la course, quelle qu'elle soit, et notamment l'innovation, c'est jamais forcément une très bonne chose. Enfin, moi, je suis plutôt pour le. Donc, c'est recherche, d'accord. Et pour la compréhension, et la compréhension pas seulement de la découverte, mais même de ce qu'on va en faire concrètement. C'est-à-dire que là, on est dans une sorte de course continuelle à l'innovation qui peut avoir forcément des dérives et qui aboutit à des objets qui non seulement peuvent avoir des impacts assez énormes sur notre environnement, sur notre climat et sur d'autres choses, mais qui en même temps n'ont pas forcément une utilité absolument folle. Donc, mais là, encore une fois, là, je joue un peu le rôle du vieux con, je suis désolé, mais voilà, je pense c'est que intéressant d'avoir ce ressenti aussi. La science aussi. elle-même devrait se poser et réfléchir à quels sont ses buts, ses objectifs, ses finalités, sa philosophie, même plutôt que d'avancer toujours le nez dans le guidon en disant qu'il faut qu'on aille toujours plus loin. Ça recoupe un peu sur une question qu'il y avait dans le chat il y a 20-25 minutes où il disait est-ce que tu es plus sur la nuance que sur le résultat ? C'est-à-dire que est-ce que parfois la science actuellement, la recherche de progrès ne pousse pas au résultat plutôt qu'à la nuance, à la compréhension pour ensuite aboutir au résultat. Si, mais à la fois la recherche de progrès et puis la compétition internationale. Oui, tout le monde se tire tellement la bourre qu'on veut être la première équipe à découvrir, la première équipe à publier, la première équipe à avancer. Or, parfois, c'est bien aussi de réfléchir à ce qu'on fait. Je pense. Et la précipitation est la première source d'erreur, quoi. Tout à fait. Mais même, ça peut donner de très bons résultats, mais après, encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Les gens se moquent de moi. Mais non, mais t'as bien raison. Il y avait 2 citations à placer ce soir. Il l'a fait. C'est un bingo pour Étoile, bravo. Il repart avec le panier garni de choucroute, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est fort. La précipitation, étant quelqu'un d'assez précipité et assez con dans la plupart des choses, c'est vrai que quand on se dit que le calme... En fait, ça va être très très dur d'être calme dans ce domaine-là quand il va y avoir de la compétition et qu'il faut sortir et qu'il faut publier et qu'il faut trouver le résultat. Alors que trouver le résultat à tout prix, c'est... Mais aujourd'hui, il y a une expression qui s'appelle publier et périr, parce que tu aimes bien les expressions. J'aime beaucoup. Publier et périr, c'est un petit peu ce qu'est devenu la science, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avancer et publier le plus possible. C'est comme ça qu'on est reconnu au niveau international. Voilà. Je suis pas convaincu que c'est comme ça qu'on fait vraiment avancer la connaissance. Mais après, c'est un des point questions. De vue, mais non, mais c'est mon question point de vue personnel. Là, je porte pas la voix du CNRS, rien, mais c'est une question. Bien sûr, et on l'apprend, et franchement, c'est super intéressant. Et en plus, tirer un petit peu cette ligne qu'on a fait pendant toute l'émission, c'était vraiment, c'est vraiment super chouette. Toi, est-ce que tu as une question, une remarque une citation peut-être, une citation. Non, c'était hyper intéressant de comprendre ça, de comprendre aussi le fait, cette notion de besoin en science. C'est peut-être un truc que j'avais pas trop dans la tête, le fait de se dire que pourquoi on a cette innovation, pourquoi on crée des choses, et à quel point les guerres, parce que c'est aussi ton domaine de prédilection, mais on en a entendu parler, mais de se dire que c'est souvent le drame qui va pousser
à ça, comme à l'innovation, à l'innovation. mais pas au progrès scientifique, pas à au l'avancée progrès. scientifique. Oui, c'est ça, parce que je l'innovation, pense ouais. que voilà, quand Newton découvre, personne Ouais, c'est ça. n'avait ce besoin. Bien Donc, évidemment. Einstein et C'est ça. tout le C'est monde ça qu'on est en Oui, mode. mais là, en plus, on est tellement dans le. Parce qu'en vrai, on vit une guerre. Comme ce qu'a dit Macron, nous sommes en guerre. Mais en soi, avec le Covid, on a aussi cet appel à l'innovation. Mais oui, c'est sûr que le progrès et l'innovation sont deux notions distinctes. Quoi. Mais ouais. Attends, je relis juste une question dans le chat. Est-ce que le plus on avance dans le temps vers le futur, plus la recherche coûte cher? Est-ce que la recherche coûte de plus en plus cher en fait aujourd'hui? Non, mais clairement, ça, on peut pas Ça dire. coûte si cher. Et en fait, il n'y a jamais eu autant d'argent dans la recherche aujourd'hui qu'auparavant. On a atteint vraiment des sommets. Alors, je sais qu'il y a des flux et des reflux. Certains gouvernements donnent un peu plus, d'autres un peu moins, mais il n'y en a jamais eu autant qu'auparavant, tout simplement parce qu'on développe des instruments de plus en plus onéreux. Quoi, c'est ça. Enfin, voilà, quand vous voulez comprendre les confins de l'univers, quand vous voulez comprendre le système Terre, il faut des moyens de calcul, il faut des grands instruments pour les observer. Ça coûte très cher. Ça, c'est clair. En tout cas, c'était vraiment passionnant et comme tu disais, il y a plein de notions à comprendre. Parfois, l'innovation qui découle d'un besoin, parfois juste la découverte pure et simple, comme Einstein qui est un exemple parfait, un peu hors du contexte d'un besoin justement direct ou actuel de ses contemporains en tout cas. En tout cas, c'était un super bon moment. Moi, je me suis régalé. C'était vraiment super chouette. Merci beaucoup, Denis, d'être venu. Merci à vous deux. C'était vraiment super chouette. On le rappelle évidemment, membre du CNRS et qui est venu et évoquer les innovations et un peu l'histoire aussi des innovations. Faire et la pub de ces et voilà, bouquins. des inventions, bien sûr, la fabuleuse histoire des inventions, C'est bon évidemment, cadeau de Noël, ça. un maximum de cœur évidemment dans le chat. Extrêmement bon cadeau de Noël. N'hésitez pas, 22 il €. y a 22 €, c'est Noël bientôt. Voilà, donc c'est Noël, voilà. n'hésitez Pour ceux pas, qui aiment la sous le crypto-monnaie, il y a encore comment est-ce qu'on a fait le feu. C'est bien de s'en rappeler également. Merci beaucoup, et toi aussi d'être venu. T'as été un trop bon client, ça m'a fait trop plaisir de t'avoir. C'était un plaisir. Moi, je suis très friand de ça, de ces échanges-là. Et aussi, ça fait plaisir. Étant un peu adepte de regarder des conférences à 3h du matin, dans un rythme de vie totalement cadavérique, ça fait du bien de pouvoir... Tu devrais venir travailler au CNRS, je pense. C'est ça. Il a de l'avenir, le gamin. Non, ça m'a rappelé des trop bons moments. J'ai eu l'occasion aussi de côtoyer quand j'étais ma première école d'ingénieur, j'étais à l'UTC à Compiègne, et il y avait des gens qui travaillaient au CNRS et qui étaient à chaque fois des puits de savoir. C'était cool de discuter avec eux et c'était un véritable plaisir. Donc, c'est trop cool. Non, mais ça fait longtemps que je te parle que je veux t'inviter dans une émission, etc. Et en fait, je voulais vraiment t'inviter pour ce sujet qui, je savais, pouvait t'intéresser. Mais ça fait longtemps qu'avec Denis, on essaie de se contacter, de trouver une date, etc. pour l'émission. Très très occupé. C'est le pire. Denis est également très occupé également. Attention. Au CNRS, on n'est pas payé, mais on travaille beaucoup. Et ça, il faut le souligner. Et donc vraiment, j'avais envie de. On fera une émission un jour sur la Renaissance et je te convierai pour venir en parler. C'est la meilleure époque qui existe et je continuerai à me battre pour toutes ces fraudes qui parlent du Moyen-Âge alors que la Renaissance existe. On dit plus Moyen-Âge, on dit maintenant époque médiévale. Voilà. On a changé un petit peu le terme. Voilà. Non, parce que maintenant, ils mangeaient pas avec les mains, ils mangeaient avec des couverts. Voilà, c'était moins sale que ce qu'on y paraît, donc on ne dit plus Moyen-Âge, on dit époque médiévale désormais. Je me permets de te corriger. Tu as raison. Voilà, comme moi j'étais sur décryptage, voilà, tu m'as dit. Tu es comme. Alors, et en plus, j'ai été débile de te corriger sur décryptage parce qu'en soi, la machine Enigma n'avait pas de clé. Donc on peut dire décrypter. Et en fait, c'est le fait de. Partons bons amis. On part bons amis. Partons bons amis. Parce qu'en soi, il faut dire déchiffrer lorsqu'il y a une clé, mais décrypter lorsqu'il n'y a pas de clé, c'est acceptable. Excuse-moi, je suis insupportable. Hein. Mais on te gardera et tu reviendras une prochaine fois. Merci beaucoup à ceux qui étaient là en tout cas sur live. Merci énormément, c'était vraiment chouette. Merci aux subs aussi, je les ai pas remerciés. C'est vrai que quand on est en émission comme ça, j'évite d'interrompre les invités. C'était vraiment super cool. Le prochain live histoire, c'est le 15 décembre prochain. Ce sera un live assez particulier, le dernier de l'année 2021. Je vous en dirai un peu plus bientôt, mais c'est un live très spécial et j'espère qu'il vous plaira. Donc notez dans vos agendas, mercredi 15 décembre à 20h. Encore merci beaucoup à Denis d'être venu. C'était un excellent moment. Merci beaucoup à Lou qui était à la régie, bien sûr. Merci beaucoup à l'équipe de modération. Prenez soin de vous et nous on se retrouve demain en live à 10h sur Jurassic World Evolution 2. Ciao tout le monde et à demain. Excellent.